Bien, bonjour à tous et à toutes, bonsoir. Même il est 18h33, bonsoir à ceux qui sont ici dans cette salle des actes de l'Institut catholique de Paris et ceux qui sont connectés en distanciel, comme on dit maintenant depuis quelques années. Merci à tous d'être présents pour cette table ronde. S'informer à l'heure de la désinformation. On est ensemble à peu près jusqu'à 20h ce soir avec nos intervenants que je vous présente tout de suite. Lucie Raymond, qui est enseignante chercheuse ici à l'ICP, directrice du nouveau master information et communication, écosystème médiatique et transition numérique. Bonsoir à vous. Bonsoir également à Jean-Christophe Ploquin, qui est rédacteur en chef à La Croix. Vous nous présenterez tout à l'heure notamment les chiffres clés du baromètre 2023 que La Croix réalise chaque année avec Kantar sur la confiance des Français dans les médias. Bonjour à Laurent Lafont, sénateur du Val-de-Marne, président de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport au Sénat, venu en voisin. Bonjour également à Laurent Bigot, maître de conférence, journaliste et directeur de l'école de journalisme de Tours. Et je salue également Vincent Lenoble, journaliste social média à AM6 et créateur de la chaîne YouTube Vince Enquête. Je vous propose qu'on commence tout de suite par dresser peut-être un état des lieux de la confiance que nous avons, nous, les Français, dans nos médias, les médias traditionnels et puis ceux les nouveaux, les réseaux sociaux par exemple, notamment. Je vous laisse le micro, Jean-Christophe Ploquin, pour cette présentation, pour une dizaine de minutes à peu près. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes de votre présence. La Croix donc est un média, un plurimédia, quotidien, hebdo et site et appli. On est un média qui prend la parole. On est un média citoyen. On est un média dans la vie de la cité. Et le baromètre que je vais vous présenter dans quelques instants, répond à cette vocation finalement de prendre la parole par rapport à des enjeux de société très importants. Et pour prendre la parole sur cette question de la confiance des Français dans les médias, on s'appuie sur le travail d'un institut de sondage, Kantar, qui est l'ancienne Sofres. Et en fait, un point, donc ce que je veux vous proposer, c'est cette présentation. L'idée, c'est un petit peu de montrer, d'avoir une sorte de point sur quel est notre rapport à nous par rapport à l'information. Et ensuite, on pourra peut-être, les différents intervenants, aborder plus loin finalement la question de la désinformation qui est la thématique. Voilà, donc finalement, l'enjeu de la désinformation, il est aussi lié. Finalement, il va intervenir dans la confiance que les gens ont dans les médias lorsqu'on a le sentiment que la désinformation fait partie finalement du système d'information aujourd'hui. La confiance baisse et c'est pour ça que pour nous c'est important de pouvoir finalement mesurer cette confiance. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de chiffres qui ne sont pas très bons pour la confiance des Français dans les médias. Je dirais la seule bonne nouvelle, en quelque sorte, c'est que ce sondage existe depuis 37 ans. Et ça veut dire que déjà, il y a 37 ans, la question de la confiance dans les médias, on se la posait déjà. Et La Croix et à l'époque la Sofres ont créé ce baromètre à l'époque parce qu'il y avait déjà un enjeu sur la confiance dans les médias. Donc là, on avait peut-être quitté le RTF, mais voilà, on était dans un système qui interrogeait quand même les Français. Voilà, donc est-ce que ça défile suivante? Tac, ouais. Voilà, bon, ça c'est les premières présentations. Donc vous allez voir, on verra quelques données un peu générales, et puis assez vite on arrivera sur l'enjeu des réseaux sociaux. Là aussi, je pense que peut-être que les intervenants pointeront cette situation particulière que posent aujourd'hui les réseaux sociaux en matière de désinformation. Là, donc, une info très générale. Vous voyez que les Français, finalement, manifestent un grand intérêt pour l'information. Oui, je suis désolé, ça oblige un petit peu à se retourner. Manifestent un grand intérêt pour l'information. Donc, 75% des Français sont intéressés par l'information. Et on voit, vous voyez, là, sur justement, depuis 1987 que le baromètre existe, vous voyez qu'on est plutôt dans les chiffres hauts, 75%. Finalement, il y a eu peu d'années où on était à ce niveau-là.
Mais cela dit, dans cet intérêt pour l'information, il y a la moitié des Français, peut-être la moitié d'entre vous, qui ressentent souvent de la fatigue ou du rejet par rapport à l'information. Voilà, donc 21% très souvent et 30% assez souvent. Et pour quelles raisons? Et là, on commence à introduire la question de la confiance. Donc les 3 raisons principales, c'est qu'on parle toujours des mêmes sujets dans les médias, on se sent angoissé ou impuissant par rapport à l'information, et on n'a pas confiance dans ce que disent les médias. Alors là, c'est une présentation donc, où on va se poser la question de quel est l'usage finalement des Français dans les médias, et on voit que les grands médias dominants, ceux que vous utilisez les plus souvent, ça reste les journaux télévisés d'information, les chaînes d'information en continu et les réseaux sociaux. Et là, vous voyez apparaître les réseaux sociaux, c'est la première fois qu'ils sont aussi hauts dans notre baromètre. On voit la consultation, vous voyez 24% des Français disent suivre l'information plusieurs fois par jour sur les réseaux sociaux. Et vous verrez tout à l'heure, on va leur poser la question, mais est-ce que vous avez confiance dans les réseaux sociaux? Et je garde le suspense sur la réponse. Voilà, là c'est sur la question de l'indépendance des journalistes et sur la méfiance, toujours la question de la méfiance des Français dans les médias. Là encore, comme je disais tout à l'heure, l'enjeu de la désinformation et de la confiance dans les médias, il y a un lien. Et là, vous voyez que les Français se méfient de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité, plus de la moitié. Et c'est un chiffre qui est en hausse par rapport de plus 3 points par rapport à la fois précédente. Les Français trouvent que les journalistes ne sont pas assez indépendants, que ce soit envers les partis politiques et le pouvoir, 59%, envers les pressions de l'argent, 56%. Et là, on a une tendance, vous voyez, on est sur ces chiffres-là, en gros, un quart des Français qui font confiance, c'est très bas depuis très longtemps. La question donc de la confiance que j'évoquais tout à l'heure, vous vous souvenez que les réseaux sociaux étaient 3e dans l'usage que les Français font comme pour aller chercher de l'information. Et là, est-ce que vous voyez où sont les réseaux sociaux? Ils sont tout en bas. Tout en bas. Et donc, il y a 25% des utilisateurs des réseaux sociaux, des Français, qui font confiance dans les réseaux sociaux. En revanche, les journaux télé d'information bénéficient d'une confiance importante. Les proches aussi, ça c'est très intéressant. On se fie beaucoup à ce que rapportent nos proches, les experts et ensuite la presse, les journaux d'info, la presse quotidienne nationale. Ça, c'est un chiffre aussi intéressant. Pour se faire une opinion, la moitié des Français consultent plusieurs médias. Et ça, c'est très intéressant. C'est plutôt bon signe. Là, c'est une question, je passe très rapidement, mais en même temps, il y a un petit lien. Il n'y a que 20% des Français qui sont prêts à dépenser de l'argent pour s'informer. Et là aussi, est-ce que ça n'a pas un lien un petit peu avec la désinformation, c'est-à-dire un journal ou un média qui va avoir un modèle économique fondé sur un rapport, je dirais, contractuel et financier avec ses usagers, il va peut-être faire attention, il va peut-être apporter plus d'attention à la véracité de l'information que finalement quelqu'un qui est sur son smartphone et qui peut raconter un peu n'importe quoi. Donc l'enjeu du coût et de la gratuité, c'est un sujet peut-être à aborder en matière de désinformation aussi. Là, c'est un slide qui dit à peu près la même chose. Et voilà, on arrive sur les réseaux sociaux. Et donc là, ce petit bilan, 70% des Français utilisent les réseaux sociaux, dont 24% plusieurs fois par jour. Mais seulement 25% leur font confiance. C'est le résumé de ce qu'on disait tout à l'heure. Le fait qu'il y ait des non-journalistes sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est vu plutôt positivement ou plutôt négativement? Vous voyez que 73% disent le fait qu'il y ait des non-journalistes, ça participe à la diffusion de fausses informations et ça participe aux théories du complot. Et 68% disent cela nuit à la qualité de l'information. Donc là aussi, sur les réseaux sociaux, le fait que tout le monde puisse un petit peu intervenir sur les réseaux sociaux,
c'est perçu comme perturbant en quelque sorte la qualité de l'information. Voilà, là aussi un résumé. Donc, sur quels médias est-ce qu'on a le sentiment d'être le plus souvent confronté à de fausses informations? Les réseaux sociaux arrivent en premier. Vous voyez, la moitié des sondés, plusieurs fois par semaine. Ensuite viennent la télévision, donc ça veut dire que ce sentiment existe aussi pour d'autres médias, mais c'est très fort pour les réseaux sociaux et c'est en hausse. C'est-à-dire que sur un an, ça a augmenté de 4 points. Et du coup, les Français sont plutôt majoritairement en faveur d'une plus grande régulation et d'un plus grand contrôle des réseaux sociaux. Cela dit, c'est un critère qui varie avec l'âge. En général, les jeunes sont, vous voyez sur ce schéma, les jeunes, les 18-24 ans et les 25-34 ans, préféreraient qu'il y ait moins de régulation et moins de contrôle. Et puis 2 petites questions pour conclure sur l'intelligence artificielle, qui est là aussi, qui va être un enjeu de la confiance des Français dans les médias, c'est-à-dire est-ce qu'on fera plus confiance à des informations qui viennent de journalistes ou qui viennent de l'intelligence artificielle. Et donc, pour le moment, en tout cas, c'est évidemment extrêmement nouveau. C'est la première fois qu'on posait cette question. Les Français sont réticents sur l'usage de l'intelligence artificielle. Donc, il y en a 30% qui font confiance et on va dire en gros 60% qui sont plutôt défiants. Et lorsqu'on leur demande est-ce que si vous... Alors, c'était la slide précédente. Mais si les médias utilisent l'intelligence artificielle, est-ce que vous souhaitez que les médias le disent, le signalent, qu'il soit transparent? Et là, on voit un oui massif à 84%. Voilà, c'était donc rapidement présenté quelques éléments de ce baromètre des médias pour la confiance dans les médias, pour lancer le débat, en quelque sorte. Et le cahier des charges est parfaitement rempli. Merci beaucoup. Moi, je voudrais revenir sur un chiffre qui est peut-être finalement un plus frappant dans cette enquête et dans ce baromètre. 27% des Français disent qu'ils n'ont pas confiance dans ce que disent les médias. C'est plus d'un quart des Français. Lucien Raymond, c'est quelque chose qui a évolué dans le temps, qui vraisemblablement s'est accru. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Vous avez 4 heures. Oui, c'est ça. Je pense qu'on ne peut pas vraiment comprendre la défiance qui monte dans les médias sans prendre en compte tout le contexte, en fait. Il n'y a pas que les médias qui, aujourd'hui, sont l'objet de la défiance des citoyens. Il y a aussi plusieurs intermédiaires, dont les syndicats, les représentants politiques. Et donc, je pense que c'est plutôt symptomatique d'une perte de confiance qui est plus générale, qui ne touche pas uniquement les médias. En l'occurrence, les médias, comme c'est vraiment l'intermédiaire principal, justement aussi pour le politique, il y a quelque chose qui se joue de très fort à ce niveau-là. Mais je pense que... Alors, j'ai pas la... Spoiler, je n'ai pas la réponse à votre question. En revanche, je pense que pour essayer de poser des hypothèses, il faut regarder plus largement ce qui se passe, le contexte actuel dans lequel on est. Après, l'une des particularités quand même, là, dernièrement, avec les médias, c'est la rapidité, l'instantanéité, l'immédiateté de l'information. On a de plus en plus d'informations qui circulent. Il y a une quasi-impossibilité aujourd'hui, donc on espère que ça va évoluer, mais de les réguler, notamment les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc il y a aussi cette question de la modération, de la régulation, qui fait qu'il y a beaucoup d'informations qui ne sont plus encadrées. Il y a une sorte de fragmentation aussi de l'information qui fait qu'on n'écoute pas tous en fait les mêmes sources. Et donc, ça peut aussi abîmer un peu le commun et on ne parle plus tous forcément exactement de la même chose. Il y a une confusion qui se fait aussi un petit peu entre information et opinion. Donc voilà, là je lance des hypothèses, mais je pense qu'il faut regarder assez largement ce qui se passe dans notre société pour essayer de comprendre cette défiance. Laurent Bigot, vous êtes le directeur de l'une des écoles qui forment les journalistes de demain, l'école publique de journalisme de Tours. Est-ce que les rédactions, elles ont conscience de ce décalage finalement? Est-ce qu'on est dans une forme de déni ou est-ce qu'aujourd'hui les médias savent que finalement ils ne sont plus écoutés avec autant de fiabilité qu'avant?
Alors, je pense que les médias savent parce que ça se voit forcément en termes d'audience, ça se constate forcément en termes de tirage, etc. Vous voulez dire que globalement la presse, ça va quand même pas très bien, voilà, on peut pas dire que, alors là, je crois que la croix va pas trop mal, mais globalement c'est vrai que la difficulté qu'il y a à gagner des lecteurs, bon, alors c'est lié à plein de choses, hein, parce qu'il y a aussi eu un virage internet que tout le monde n'a pas pris exactement comme il aurait fallu, donc aujourd'hui il faut retourner chercher les lecteurs qui veulent bien payer pour de l'information en ligne. Et plus sur un journal papier forcément. Donc bon, il y a tout ce contexte-là, mais ils en sont forcément conscients. Par contre, ça suffit pas d'en être conscient. Enfin, c'est-à-dire qu'après, il faut aussi se poser les bonnes questions et travailler sur les bons sujets. Et là, je crois que quand même, on a globalement un écosystème médiatique qui a quand même du mal à se remettre en cause. À se questionner, à réfléchir sur justement ce qui est mal perçu de la part des publics. Et on le voit bien, là, la question de la confiance, on s'en sort pas. C'est-à-dire que ça fait des dizaines d'années qu'en fait, les gens n'ont pas confiance dans les médias, donc ça ne fait qu'en fait que s'accentuer ou que se noyer dans le taux global de non-confiance dans l'ensemble des institutions. Donc, il y a une difficulté et en fait, il pourrait, enfin, de notre point de vue, quand on constate ce qui est en train de se mettre en place un petit peu partout, il pourrait y avoir quand même quelques remèdes qui ne sont pas forcément mobilisés par les confrères Vous pensez auquel, à la tête des rédactions. Je pense par exemple à tout ce qu'on peut faire sur la transparence, puisque le terme a été employé, la transparence du travail des journalistes, sur le travail des journalistes, sur l'organisation des rédactions, sur les capitaux aussi, c'est-à-dire être capable de dire nous on est tel média, on a tel type de financement, on a tel type de ligne éditoriale et on l'affiche sur notre journal, parce qu'en fait sur notre site par exemple, parce que ça paraît peut-être absurde, mais en fait, ce n'est pas fait. Par exemple aujourd'hui, pour trouver sur certains sites internet de médias qui sont reconnus de tout le monde et qui ont pignon sur rue, pour trouver qui est le rédacteur en chef, qui est l'actionnaire principal, etc. Il faut quand même se battre un petit peu. C'est tous ces sujets-là de transparence. Et après, il y a la transparence sur les méthodologies de travail, sur les questions éthiques auxquelles on se réfère. Enfin, tout ça est en fait en cours de réflexion dans beaucoup d'endroits, mais pas suffisamment mis en œuvre dans les médias aujourd'hui. Donc je vais juste citer une initiative, mais par exemple ce que propose RSF sur Reporters sans frontières. Voilà, Reporters sans frontières sur une Journalism Trust Initiative. Donc c'est une initiative pour la confiance dans les médias. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une sorte de norme ISO de ce qu'il faut mettre en œuvre pour faire un média de meilleure qualité et être capable de l'afficher. Et je donnerai un dernier exemple, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, mais il y a là où on voit qu'il y a une difficulté, enfin moi en tout cas là où je l'ai constaté de la manière la plus flagrante, c'est quand a été lancé le CDJM en France. Alors c'est le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, qui est une instance en fait qui a vocation à faire la médiation entre le public, les publics et les rédactions. Ça peut être saisi par n'importe qui sur n'importe quelle question déontologique que l'on aurait repérée comme problématique dans un média quel qu'il soit. Et derrière, il y a un avis qui est émis après enquête. Et voilà. Donc c'est une instance qui existe. Il y en a peut-être une centaine dans le monde. Ça existe partout depuis très longtemps. Enfin, je crois que le premier conseil de presse, il doit dater de 1916, donc, voilà, en Europe. Et nous, on l'a mis en place en 2019 avec quasiment toute la profession contre le principe. Juste contre l'existence de cet outil. Donc je peux même parler juste des écoles de journalisme, par exemple. C'est pas aujourd'hui logique qu'une école de journalisme elle fasse partie d'un conseil de déontologie journalistique.
On n'est que 2 écoles à être membres. Voilà. Et quant aux médias, on a eu toute une levée de boucliers sur le fait que c'était une tentative de flicage des rédactions et qu'elles s'autorégulent très bien d'habitude. Bon, il suffit de regarder tous les accidents industriels dans les médias pour savoir que c'est pas vrai. Pour aller dans le sens de ce que vous expliquez sur la transparence des sources, je signale une initiative aussi de France Télévisions qui maintenant, dans ses journaux télévisés, depuis quelques semaines, affiche un petit QR code pour aller sur le site internet qui explique, en tout cas qui tente d'expliquer quelles sont les sources qui ont permis à fabriquer le reportage. Laurent, la fond de médias aujourd'hui, ils ne sont pas suffisamment transparents? Oui, peut-être ils peuvent s'améliorer sur ce sujet, mais ceci dit, je pense qu'il y a une réflexion plus large à avoir sur qu'est-ce que c'est que l'information. Et d'ailleurs, avant de venir ici, je me suis replongé parce que c'est un sujet qui se pose notamment d'un point de vue législatif. Il n'y a pas de définition dans la loi de l'information. Vous ne trouverez pas une définition juridique de ce qu'est l'information. Vous ne trouverez pas non plus une définition de ce qu'est une chaîne d'information. Vous ne trouverez pas plus une définition de ce qu'est un journal d'information. Bref, on voit bien qu'il y a une difficulté à préciser ce qu'est l'information et, à contrario, ce que n'est pas l'information. Vous parliez tout à l'heure de la différence ou parfois de la confusion d'ailleurs, parce que la différence ne s'établit pas facilement entre information et opinion. C'est réel, c'est un débat dans lequel on est. Est-ce que quand on donne une opinion, c'est une information? Est-ce que quand je donne une information, c'est une opinion? Non. Vous savez, il y a toujours une phrase qui m'amuse quand on parle des médias. Quand vous parlez à quelqu'un de droite des médias, il va vous dire ils vous mentent tous, ils sont tous de gauche. Ils confondent information et opinion. De gauche est une opinion, donner une information, c'est pas une opinion. Donc on voit bien qu'il y a une confusion générale qui s'est établie autour de l'information, une difficulté, et je ne vous cache pas que c'est un sujet qui se pose à nous législateurs, parce que je pense qu'il y aura besoin de définir ce qu'est l'information. Si on veut régler un certain nombre de problèmes qui se posent, on en parlera peut-être, il y aura besoin de définir ce qu'est l'information d'un point de vue juridique, c'est-à-dire le mettre dans la loi. Et vous parliez tout à l'heure du journalisme, de l'initiative de Reporters sans frontières, la journaliste Trust Initiative. On voit bien qu'on est en train de s'interroger sur ne faut-il pas certifier l'information ? Et cette interrogation, elle commence à se poser au plus haut niveau, puisque la ministre de la Culture, la semaine dernière, a dit qu'il y avait une réflexion sur la certification de l'information. Processus de fabrication de l'information. Absolument. Alors, en fait, je peux continuer un petit peu, je ne veux pas aller trop loin dans le... Je vous précise. Voilà, si je vais trop loin dans le raisonnement, en fait, là, je vous livre plus mon opinion. Cette fois-ci, ce n'est pas une information, mais mon opinion. Je pense qu'il faut arriver, et c'est un peu derrière votre sondage, qui est toujours suivi avec beaucoup d'attention, à établir un lien fort entre information et journalisme, entre information et une profession, entre un métier avec des règles, avec des méthodologies, et l'information. Tout le monde ne délivre pas une information. Quand un élu, comme moi, s'exprime, je ne délivre pas une information, je délivre une opinion. Quand un journaliste s'exprime, certes, parfois, il pourra exprimer une opinion, mais quand on va l'entendre ou le lire ou le regarder, ça sera pour avoir une information. Voilà quelques... Laurent Bigot, vous ne sembliez pas tout à fait d'accord avec ce que dit Monsieur le Sénateur. C'est bien, il y a du débat. Non, mais c'est simplement que moi, je ne ferai pas la distinction, parce qu'en fait, effectivement, le terme d'information, on peut l'appliquer à beaucoup de choses, et il peut y avoir de l'information dans une opinion, etc. Mais par contre, moi, je ferais plus le distinguo entre les faits, les faits et l'opinion, ce qui est déjà un peu plus facile à repérer de ce qui est de l'ordre du factuel et ce qui est de l'ordre de l'opinion. Je trouve qu'on arrive mieux à faire des distinctions comme ça, et après... Plus globalement, sur qui délivre des informations, c'est à peu près tout le monde. Mais là, moi, ce à quoi je faisais référence auparavant, et j'aurais dû peut-être contextualiser mieux, c'est vraiment
le travail journalistique de l'information, c'est-à-dire en fait l'information produite dans un contexte de fabrication professionnelle en fait par des journalistes voilà. dans des médias et tout un tas d'autres personnes délivrent de l'information, peuvent avoir peut-être dans la salle des gens ont leurs propres médias, peuvent le délivrer sans forcément délivrer des informations, sans forcément être soumis à une quelconque responsabilité d'ordre journalistique, donc déontologique journalistique par exemple. Ils vont simplement devoir juste se référer à des codes plus génériques qui sont ceux de pas diffamer, etc. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc si on parle globalement d'information, oui, tout le monde va être capable d'émettre de l'information juridique. C'est d'ailleurs tout le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'un média pour trouver de l'information. On n'est pas obligé de se référer à un média pour trouver de l'information. Quand vous cherchez de l'information sur tout un tas de sujets, vous allez pouvoir la trouver sur des sites institutionnels, vous allez pouvoir la trouver sur des sites même amateurs qui sont parfois extrêmement bien faits. Et donc, il y a 1000 façons d'accéder aujourd'hui à l'information. Justement, toute la difficulté, c'est de voir en quoi l'information journalistique, elle a une plus-value susceptible, par ailleurs, ensuite, d'être, de susciter l'envie de s'abonner ou de payer pour ça. Et il est vrai que l'information contenue dans une majorité de médias, elle n'a pas toujours cette plus-value. Elle n'a pas toujours cette plus-value parce que c'est de l'information reprise 50 fois depuis le début de la journée, parue dans un premier média et répétée par tout le monde, parce qu'elle n'est pas suffisamment vérifiée, parce qu'on a voulu la donner absolument en premier et qu'on n'a pas voulu forcément passer par toutes les étapes qui justement font qu'elle aurait un prix. Et donc c'est ça toute la difficulté en fait. Et les réseaux sociaux ne font que surajouter à ça parce que vous allez aussi pouvoir trouver de l'information sur les réseaux sociaux de manière totalement gratuite et que peut-être que la première photo de tel accident industriel ou tel crash d'avion, de toute façon, vous l'aurez gratuitement par un amateur qui aura fait la bonne photo avant n'importe quel journaliste qui pourrait être payé pour ça. La plus-value là du journaliste, ça va être de pouvoir recontextualiser, expliquer, détailler, etc. On arrive sur les réseaux sociaux dans quelques instants. J'en profite pour vous signaler qu'il y aura un temps bien sûr d'échange et de questions-réponses entre la salle et nos intervenants, et également pour ceux qui nous suivent sur Internet. Vous pouvez également, dans le petit chat qui est à droite de l'image, vous pouvez également poser vos questions. Laurent Lafont, très court, et ensuite une petite question à Jean-Christophe Ploquin. Oui, parce que là, j'ai un désaccord avec vous, mais ce n'est pas étonnant, puisque vous n'étiez vous-même pas d'accord avec moi. L'information, ce n'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que c'est une information. Quelqu'un peut dire quelque chose, ça peut être vrai, ça peut être faux. L'information, c'est quelque chose qui doit être vérifié. C'est le travail journalistique, c'est pour ça que c'est moi qui vais défendre votre métier, c'est que l'information, où nous l'entendons, notamment à travers la recherche de la vérité, de la connaissance, c'est quelque chose qui n'est pas uniquement dit par une personne, tout autant qualifiée soit-elle, mais c'est quelque chose qui fait l'objet d'une vérification, d'une contradiction, d'une recherche qui corrobore ou au contraire qui va dire que cette information n'est pas exacte. Pour moi, l'information se rapproche plus de la connaissance et de la vérité que du seul énoncé. Voilà pour les définitions posées, il y en a deux, vous choisissez. Jean-Christophe Ploquin, est-ce que dans la rédaction de La Croix, je suppose que oui, il y a cette interrogation sur cette défiance dans les médias, et qu'est-ce que vous tentez de faire justement pour donner peut-être plus de transparence ou pour vous différencier de ce qui peut être considéré, on en parlera sur les réseaux sociaux, comme une information moins fiable, peut-être plus accessible, mais moins vérifié et peut-être parfois moins travaillé aussi? Alors, c'est sûr que le fait, on se pose la question évidemment, et le fait depuis 37 ans. de publier, voilà, le baromètre des médias, évidemment, ça nous met aussi en situation ça nous met face à nos responsabilités, parce que on voit bien les remarques ou les critiques qui sont faites par les Français, et il faut qu'on les prenne aussi de notre côté.
Donc on s'interroge, et par exemple sur l'enjeu de la transparence, ou en tout cas de l'explication. C'est quelque chose qu'on fait de plus en plus, c'est-à-dire c'est une petite rubrique finalement qu'on appelle « Pourquoi nous l'avons fait ?» et donc c'est mettre en scène finalement une enquête qu'on a réalisée ou une grande interview qu'on va réaliser. Auparavant, on se disait, voilà, on donne cette enquête, on la livre finalement à nos lecteurs, et le lecteur va comprendre finalement, va lire l'interview et comprendre pourquoi on l'a fait. De plus en plus, voilà, l'idée d'expliquer, c'est quelque chose qui est une façon d'accompagner effectivement le lecteur, la lectrice sur... Je donne un exemple, je vous interromps, récent. Il y a 15 jours, vous avez réalisé avec le journal Libération une interview du président de la République et vous avez souhaité expliquer pourquoi avoir accepté cette interview et finalement quel était le sens qu'elle soit chez vous et pas ailleurs. C'est ça, et donc on a eu effectivement, l'interview était sur 3 pages, mais on a sur la fin de vie. Voilà, sur la fin de vie, donc sur un enjeu éthique, donc sur un enjeu qui était très fort pour la Croix, sur lequel la Croix avait une position, et donc là on a bien, lorsque nous on avait fait des demandes d'interview auprès du président de la République sur un certain nombre de sujets de façon récurrente depuis plusieurs années, et puis là sur le débat sur la fin de vie, on voulait vraiment pouvoir l'interroger, et donc la réponse de l'Élysée à un moment donné a été ouais, d'accord, mais à ce moment-là ce serait une interview commune avec Libération. Voilà, et donc on voit bien la stratégie de l'Élysée finalement, c'est de pouvoir s'exprimer dans 2 médias qui ont des opinions différentes sur l'enjeu de la fin de vie. Donc c'était une magnifique démonstration du en même temps. Voilà, je parle en même temps à un public plutôt opposé à l'euthanasie, et puis à un public qui est plutôt pour. Donc voilà, est-ce que nous, la Croix, on allait se prêter finalement à cette stratégie présidentielle. Et donc on a fait le choix de dire oui, d'abord parce que même si avec Libération on a des opinions différentes, on se respecte mutuellement, c'est évidemment un très bon journal qui fait son travail, et ensuite parce que voilà, dès lors qu'on se disait on va l'expliquer ça, ça n'a pas été un dilemme, hein, on s'est quand même très vite dit oui on y va, mais on savait que pour un certain nombre de nos lecteurs, lectrices, ça pouvait être surprenant, et même au-delà, dans la sphère médiatique, voilà, pour éviter justement des trolls, enfin des attaques voilà, de gens qui sont peut-être, même à l'intérieur du monde catholique, ne sont pas forcément des grands amoureux et des grands lecteurs de la Croix, voilà, pour éviter un peu des attaques sur « haha, c'est quoi ce journal catholique qui fait une interview avec un journal gauchiste ?» On a voulu expliquer un petit peu cette démarche. Voilà, donc ça c'est effectivement un exemple parmi d'autres. Pour revenir sur ce que vous disiez, on publie nos résultats chaque année aussi, aux alentours du 30 décembre. Voilà, on publie dans nos pages les comptes de la Croix. Quand il y a des pertes, on le dit, mais ça participe effectivement de la transparence. Sur l'enjeu opinion et information, finalement, les journaux sont soumis à des logiques contradictoires, c'est-à-dire que il y a une enquête de l'Arcom qui est sortie la semaine dernière qui montre bien ça. L'Arcom, donc l'instance de régulation des médias audiovisuels, qui a remplacé le CSA il y a quelques mois. Qui montre bien que les Français, nous tous, à la fois on demande aux médias de l'information objective, neutre, factuelle, et en même temps on demande aussi du débat, et il y a une perception que finalement on peut avoir à partir sur une information des points de vue différents. Et donc l'enquête de l'Arcom montre bien cet intérêt et même cette exigence finalement. Et les médias doivent être aussi un lieu justement d'organisation du débat, et donc savoir solliciter et organiser finalement, rassembler des opinions différentes dans un même média. Donc là aussi, c'est quelque chose qui nous paraît important. Et puis, voilà, par exemple, on est effectivement plongé dans les contradictions que vous soulignez aussi tout à l'heure, M. Bigot. Puisqu'on est devenu un média aussi qui est sur le numérique, qui est sur Internet, qui est sur les réseaux sociaux,
on a aussi cette tension que vous décriviez sur la rapidité, sur le fait qu'à un moment donné, si vous voulez que vos articles soient lus, il y a toute une stratégie à avoir qui fait qu'il faut arriver quand même suffisamment tôt sur une information si vous voulez que ce soit votre article qui soit lu et pas celui du petit camarade à côté. Et en même temps, on sait aussi que d'autres articles, à l'inverse, où à prendre du temps, on va enquêter pendant 2-3 jours, qui va être un article à très forte valeur ajoutée, lui aussi, il va marcher ou peut-être qu'il va générer beaucoup d'abonnements sur le numérique. Mais ce que je vous décris là, donc vous voyez, c'est juste comment dans les médias aujourd'hui, on est obligé de jouer avec des temporalités très différentes et parfois contradictoires entre le fait d'aller vite et en même temps de prendre le temps d'enquêter et d'écrire aussi. L'enjeu de l'écriture et de la belle écriture, on va dire, ou de l'écriture dynamique aussi est quelque chose qui est important aujourd'hui, notamment quand on lit sur les portables, mais pas seulement. Près de 70% des Français utilisent les réseaux sociaux pour s'informer, on l'a vu dans le baromètre tout à l'heure. Vincent Lenoble, vous travaillez dans le groupe M6, vous travaillez à la rédaction de l'information d'M6. C'est important d'être présent sur le numérique pour un média qui est à la télévision ou pour un titre de presse écrite. C'est indispensable d'avoir aussi des relais et d'aller chercher aussi les téléspectateurs ou les lecteurs lorsqu'ils sont sur les réseaux sociaux et sur Internet. Je pense qu'en 2024, c'est quasiment obligatoire pour un média d'être présent à la fois sur le numérique et sur les réseaux sociaux, d'avoir une présence sur un site, je pense notamment pour la presse écrite, de pouvoir relayer ses articles avec un autre public. Et un public qui, d'ailleurs, vous l'avez dit, va générer des abonnements en ligne qui désormais font partie intégrante du modèle économique des médias. Et sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ça permet de toucher un public différent. Je peux prendre l'exemple de M6 où je travaille ou du Figaro où je suis également passé aux réseaux sociaux. On a deux publics, je dirais pas totalement différents, mais largement différents, à la fois en termes hommes-femmes, d'âge et de nationalité, ce qui permet de donner à l'information une couverture un peu plus grande. Pour un JT, par exemple, il faut être devant sa télévision ou son ordinateur à 13h, à 20h, 12h45, 19h45. Et le replay ne marche pas vraiment sur de l'information, en tout cas la télévision, alors que les réseaux sociaux, l'information, elle est là. Et vous pouvez y avoir accès un peu quand vous le souhaitez, en fait. Qu'est-ce que l'internaute qui va chercher les comptes sur les réseaux sociaux d'M6, qu'est-ce qu'il peut trouver comme contenu différent que de ce qu'il trouve à la télévision, puisqu'il n'y a pas forcément les mêmes contenus? Là, c'est aussi une question de ligne éditoriale. Pour le coup, M6, on a une version, on va dire, de replay, des reportages, mais seulement le reportage, c'est-à-dire que vous aurez la version d'1 minute 45 et non pas de 35 minutes du JT en entier, avec le petit lancement qui va vous donner l'explication de ce que vous allez voir. Et il y a aussi toute une partie je parle pour nous en tout cas, de création exclusive, inédite, à destination des réseaux sociaux, où là, pour le coup, on utilise beaucoup plus les codes des réseaux sociaux. Ça peut aller du tutoiement, ça peut aller de la manière de produire une vidéo verticale adaptée au téléphone. Déjà, juste ça fait un changement radical par rapport à un sujet JT, forcément horizontal, qui adopte les codes du JT, notamment la voix. Sur un sujet réseaux sociaux, en fait, tous les codes changent, l'information reste la même. Parfois, c'est exactement le même texte. Il est juste réécrit avec quelques mots et des liaisons différentes. Et le ton, la façon de le mettre en forme, ça peut être de l'incarnation, un journaliste face caméra, alors que ce ne sera pas le cas sur un sujet JT. En fait, ces différents codes, pour le coup, c'est comme ça que ça marche à M6. Il y a d'autres médias où, en fait, ils ont décidé de faire de la création pure. Je pense notamment à TF1 Info. On voit de moins en moins de sujets JT et de plus en plus de créations exclusives à destination des réseaux sociaux. Il y a des équipes qui sont là qui sont développées d'année en année. TF1 Info, ça a une présence assez ancienne maintenant, finalement. Ça dépend des lignes éditoriales, évidemment tous les pure players, les médias qui ne sont que sur les réseaux sociaux et qui arrivent à marcher à la fois gratuitement et à la fois avec des abonnements. 70% donc des Français qui utilisent les réseaux sociaux, seuls 25% qui ont confiance. C'est encore plus fort chez les jeunes. Laurent Bigot, on peut dire qu'on trouve tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux?
Ça, c'est sûr qu'on trouve tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Alors, on me dit dans les commentaires que le niveau est pas très fort, donc il faut parler un peu plus fort. Il faut parler plus fort, d'accord. Donc, il y a effectivement tout et n'importe quoi, mais je voudrais juste revenir sur le chiffre, parce qu'il ne faut aussi pas perdre de vue qu'on est sur une enquête d'opinion avec du déclaratif aussi. Donc, bon, pour une part, forcément que ça reflète exactement ce qui se passe, mais il y a aussi tout un tas de déclaratifs sur des sondages qui se rapportent à d'autres thèmes dont on sait que ça ne reflète pas complètement ce qui se passe à la fin ou ce qui se passe quand les gens sont face à leurs écrans. Donc je pense que dire aujourd'hui qu'on s'informe et qu'on fait confiance à des réseaux sociaux, c'est pas forcément peut-être facile à assumer complètement. C'est-à-dire qu'ils seraient encore plus nombreux à faire confiance dans les réseaux sociaux. J'en sais rien, mais en tout cas, il y a faire confiance, puis être influencé aussi, parce que ce qu'il faut bien comprendre avec les réseaux sociaux, c'est que ça fonctionne pas du tout comme le reste des médias qu'on a, enfin des médias, des types d'outils d'information que l'on a l'habitude de manier. Ces réseaux sociaux, ils sont en fait surpuissants pour détecter ce qui nous intéresse, nous et chacun d'entre nous. C'est-à-dire, en fait, le réseau social, c'est, si c'était une personne, ça serait la personne qui nous connaît le mieux et même peut-être mieux que nos propres parents. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'outil qui permet de savoir qu'est-ce qu'on aime bien regarder, mais qu'on n'avoue pas forcément regarder quand on est tout seul devant son écran et qu'on passe du temps à scroller, à faire défiler des vidéos ou d'autres types d'informations, ou qu'on s'abonne à tel ou tel compte. C'est-à-dire que le réseau social va s'adapter à nous. Aucun d'entre nous n'a, oui, c'est ça, aucun d'entre nous dans cette salle n'a le même fil de réseau social, même si on est sur le même réseau social. Voilà, c'est-à-dire que moi, mon fil Facebook ou X, Twitter, c'est pas le même que le vôtre, etc. Parce que l'outil est totalement inédit. En fait, il est capable de vous pister, de savoir ce qui vous plaît. Alors sur TikTok, c'est encore pire, parce que c'est extrêmement efficace, en fait, l'algorithme de TikTok. Donc Alors TikTok, pour expliquer à tous ceux qui ne connaissent pas, c'est une application de réseau social basée uniquement sur des vidéos. C'est une application chinoise et qui finalement vous propose des vidéos en lien avec vos affinités, de courtes vidéos qui peuvent aller jusqu'à 1 minute. Voilà. J'ai essayé de le résumer sans même avoir de compte TikTok. Enfin, voilà, c'est ça. Donc en fait, ce réseau-là, il vous fait du sur-mesure, mais les autres aussi font du sur-mesure. Mais celui-ci a un algorithme vraiment très très puissant, et ce qui fait que dès que vous commencez à regarder, moi j'ai commencé à m'en servir en fait pour chercher des fausses informations, parce qu'on fait un travail d'apprentissage du fact-checking à l'école publique de journalisme de Tours. On a un média qui s'appelle factoscope.fr où les étudiants publient des articles de vérification de l'info. Et en fait, on s'est mis à chercher sur ce réseau. Et la première fois que je m'en suis servi, c'était à partir de cet exercice. Et de ce fait, il m'a identifié comme ça très vite, et donc je récupère sans arrêt les mêmes types de déclarations venant des mêmes personnalités politiques, par exemple, ou des mêmes institutions, parce que il m'a tout de suite identifié sur ce profil-là. Mais les autres n'ont pas forcément les mêmes aperçus, etc. Par contre, je peux aussi juste vous donner cet exemple, toujours dans le cadre de ce travail de vérification de l'info avec des étudiants en journalisme. Quand je leur ai demandé, je leur ai dit, nous on a un média, on va se mettre à travailler ensemble, donc en début d'année, sur de la vérification de l'information. Donc c'est simple, soit c'est des déclarations des personnalités politiques que vous vérifiez, soit ce sont des rumeurs dont vous cherchez à démontrer la fausseté. Il suffit de me faire des propositions. Et donc, sur leur propre réseau, ils ne pouvaient rien trouver quasiment. Parce que leur réseau à eux, ce sont des réseaux configurés pour un étudiant en école de journalisme. Donc, en fait, ce qui les intéresse, ils vont lire le baromètre de la Croix, peut-être, et puis des informations d'un certain nombre d'autres médias, mais ils ne vont jamais avoir tout ce qui circule dans la sphère complotiste, très largement, beaucoup plus largement d'ailleurs que n'importe quel article de médias conventionnels, et du coup, ils ne trouvaient pas. Donc, on a créé des faux comptes.
Voilà, on a fait des faux comptes pour pouvoir se profiler différemment, s'abonner à des pages différentes et puis donc recevoir tout un tas de choses parfois un peu horribles. Et ça m'était arrivé de retrouver une étudiante comme ça penchée sur son téléphone et qui me dit mais les gens partagent ça parce qu'en fait le nombre de partages est sans commune mesure avec ce qui se passe dans des publications de médias traditionnels, en disant en fait les gens sont en train de regarder ça pendant que nous on fait des articles qui sont retweetés 1000 fois quand déjà ça fonctionne très bien. Pour aller dans le sens de ce que vous dites, je suis allé récupérer cet après-midi une enquête Soprasteria qui a été réalisée récemment avant les élections européennes. 63% des fausses informations vont dans le sens de ceux qui les reçoivent. C'est-à-dire qu'on est exactement dans cette bulle finalement informationnelle. Lucien Rémond, quel risque cela peut poser pour la démocratie, pour les démocraties, ces bulles finalement d'information? On peut penser aux élections récentes aux États-Unis, au Brésil, en Argentine, où finalement les campagnes se sont beaucoup faites sur les réseaux sociaux. Oui, alors effectivement, il y a cette question de la bulle informationnelle et de ce dont je parlais tout à l'heure, la fragmentation de l'information sur les réseaux sociaux, le fait qu'on peut être enfermé justement dans une opinion ou dans un type d'information à cause de l'algorithme, ça pose question. Après, ce qui est vrai aussi, c'est qu'à partir du moment où on met un orteil, par exemple, vers les théories du complot sur n'importe quel réseau social, bon, très vite, d'un coup, il y en a plein qui nous arrivent et on comprend très vite ce qui se passe. Je pense qu'il ne faut pas non plus donner une importance... en fait, quand on parle de fausses informations, déjà, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'une information fausse, en tant que telle, ou est-ce qu'on parle d'une information qui est faite pour tromper ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'une fausse information, ça arrive... Le caractère intentionnel de la fausse information. Voilà, donc si on parle de ça, effectivement, ça peut être instrumentalisé, notamment au point du politique. On l'a vu avec Cambridge Analytica. Ça peut arriver, il peut y avoir une utilisation de ces algorithmes pour pousser des candidats et pour cibler en fait aussi des types d'électeurs. Aujourd'hui, 72% des Français craignent que les élections européennes soient influencées par des fausses informations. Oui. Alors, moi, je ne serais pas trop alarmiste dans le sens où je pense que, il faut aussi compter sur l'intelligence de nos contemporains. On n'est pas non plus complètement abrutis face aux informations qu'on reçoit. On a tous un esprit critique et on peut tous le mettre en marche. Donc, on n'est pas une éponge. On peut en douter. Alors, ça, on peut en douter, oui et non. En fait, la vraie problématique, je pense, parce que en fait, quand on parle de confiance envers les médias, il n'y a pas que les réseaux sociaux non plus. En ce moment, on a une commission d'enquête qui est menée par des députés sur l'attribution des chaînes de la TNT par l'Arcom et qui touche des grandes chaînes publiques, des chaînes publiques et des chaînes toutes les chaînes de la TNT, où en fait on a ce questionnement-là sur l'information, sur la fabrique de l'information, sur le pluralisme, etc., qui est posé là d'un point de vue social et politique. Et donc on voit bien qu'il y a peut-être aussi d'autres... je pense, d'autres questionnements qu'on peut avoir sur la question des informations, des fausses informations, la question de débat avec l'opinion, quand on entend Vincent Bolloré dire c'est quelque chose auquel je ne crois pas, je ne le mettrai jamais sur mes antennes. On peut questionner... Ces antennes que sont aujourd'hui Canal+, CNews et par extension Europe 1, Paris Match, le Journal du Dimanche, qui tout ça sont dans le giron de Vincent Bolloré aujourd'hui. Voilà, donc en fait on peut aussi imaginer que cette défiance, elle ne vient pas uniquement des fausses informations, parfois un peu absurdes et un peu tirées par les cheveux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, mais peut-être aussi du fait qu'il y a maintenant des grands groupes industriels qui ont la main sur des médias et que ça pose des questions démocratiques auxquelles il faut pouvoir répondre. Il ne faut pas non plus être alarmiste sur ces questions-là, mais je pense qu'il faut pouvoir les regarder en face et se dire que c'est peut-être aussi l'une des explications de la défiance qui monte. Et la question politique se rejoue aussi à ce niveau-là.
On va venir un peu plus tard sur la régulation justement des médias. Une question qui est posée sur la plateforme Internet pour vous, monsieur le sénateur. TikTok est interdit dans un certain nombre de pays. Est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas le cas en France. Pourquoi ce n'est pas le cas en France? Il y a eu une commission d'enquête qui a été faite au Sénat sur TikTok il y a quelques semaines. Oui, il y a quelques mois les résultats ont été rendus où effectivement l'appréciation globale sur TikTok était plutôt négative. Est-ce que pour autant il faut interdire le réseau social? C'est une autre question. On est dans un pays de liberté, notamment de liberté d'expression. Personnellement, je ne suis pas pour l'interdiction, mais par contre pour prévenir, expliquer, que chacun soit responsable devant l'information et sache la traiter en tant que telle et soit aussi conscient des risques éventuels ou des jeux qui peuvent être mis en œuvre derrière quand une information est produite comme sur TikTok. Et aussi des risques que la personne encourt elle-même en donnant de l'information, comme vous le disiez fort justement, quand vous regardez telle ou telle page, vous donnez de l'information aux réseaux sociaux que vous utilisez. Et donc, il y a aussi des risques par rapport à vous-même, votre liberté de regarder telle ou telle page, vos goûts, vos sensibilités, vos opinions, etc. À la Croix, que fait-on aujourd'hui pour essayer d'aller courir après les fausses informations? Est-ce qu'il y a des plateformes, comme on dit, de fact-checking en mauvais français? Est-ce que ça existe? Comment est-ce qu'on fait? Et est-ce que c'est finalement peut-être le seul moyen de lutter contre ces fausses nouvelles? Alors d'abord, je vais rebondir peut-être un petit peu sur les réseaux sociaux pour dire que pour un média comme La Croix, c'est vraiment un défi de savoir comment prendre la parole en quelque sorte sur les réseaux sociaux. D'abord, sur quels réseaux sociaux ou réseaux sociaux, parce que finalement, il y en a 7, 8 aujourd'hui qui sont importants et qui sont utilisés par des publics très différents. Et donc, pour un journal comme La Croix dont l'objectif c'est d'aller toucher des publics différents, finalement, est-ce qu'il faut effectivement avoir 3-4 journalistes pour Instagram, 3-4 pour Facebook, 3-4 pour TikTok, etc. Et c'est la question, elle est aussi économique, c'est-à-dire il faut détacher des journalistes. Et dans les équilibres financiers d'un média comme La Croix, c'est pas évident de se dire on va mettre je ne sais pas, 8 journalistes pour couvrir tous les réseaux sociaux. Donc on a pour le moment privilégié un certain nombre de réseaux. Donc on est sur Facebook, on est sur Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok. On n'y est pas encore. D'une part parce que c'est pour le moment quand même des publics très jeunes. Et les publics jeunes, a priori, on se dit qu'ils ne vont pas forcément venir vers nous spontanément. Ils sont peut-être un peu moins lecteurs de La Croix. Voilà, c'est ça. Mais on est obligé de faire des choix parce que c'est aussi des investissements, finalement, le fait de pouvoir s'exprimer sur des réseaux sociaux. Et ensuite, effectivement, comme ça a été dit, sur les réseaux sociaux, c'est très souvent... en fait, les algorithmes sont calculés pour favoriser les émotions négatives et c'est pour ça que les mauvaises nouvelles ou c'est pour ça que les infos malveillantes, les attaques sur telle ou telle personne, les trolls très agressifs, c'est pour ça que ça circule aussi très vite. C'est parce que, précisément, les algorithmes vous les envoient et qu'ils vont escompter que vous, enfin pas forcément vous ici, mais que ceux qui sont sur les réseaux sociaux vont très vite partager quelque chose qui soulève chez eux une émotion négative qui peut être l'indignation, la colère, mais aussi la haine, la méchanceté, la jalousie, etc. C'est vraiment là-dessus que jouent ces réseaux sociaux. Ça a été mis en évidence notamment par une journaliste qui est américano-philippine, qui s'appelle Maria Ressa, qui a eu le prix Nobel de la paix, enfin, elle a partagé le prix Nobel de la paix il y a 3-4 ans. Et dans son expérience professionnelle, elle a vraiment découvert combien, et elle a apostrophé les dirigeants de Facebook et Mark Zuckerberg il y a quelques années déjà, en lui disant « mais fais quelque chose, parce que en fait, tes algorithmes, je constate que ceux qui marchent chez nous, dans le média qu'elle avait dans les Philippines, ce qui marchait, ce qui était partagé, ce n'était pas les enquêtes qui finalement mettaient en scène des choses intéressantes, des actions positives, mais c'était tout ce qui était négatif.
Et elle s'est rendue compte au bout de 2-3 ans que Zuckerberg n'en avait rien à fiche, et au contraire, c'était bien dans le modèle économique de Facebook de favoriser ces émotions-là. Donc quand on est un journal comme La Croix et qu'on va plutôt aller sur les réseaux sociaux pour faire de la pédagogie, pour faire de l'explication, pour avoir un discours raisonné, peut-être raisonnable, quelque part on perd presque perdant d'avance. C'est-à-dire, comme vous disiez, on fera peut-être 1000 retweets, mais c'est rien dans l'océan de tout ce qui se passe sur Twitter. Donc voilà, il y a une interrogation là-dessus, et en même temps, voilà, si on veut que La Croix aussi puisse s'adresser au-delà de son lectorat, voilà, il faut y aller. Sur les cellules d'enquête de fact-checking, alors nous, on n'en a pas créé, là aussi, parce que c'est une question d'allocation de ressources. Et je dirais qu'en fait, c'est plutôt dans notre travail au quotidien qu'on porte une attention particulière sur le fait de vérifier avant de donner une information. On a donc une cellule de 6 ou 7 journalistes qui a été créée pour être très réactive par rapport à une information qui arrive, une nouvelle qui tombe, et donc qui va faire souvent, d'ailleurs en travaillant avec l'agence France Presse, qui va faire très rapidement des petits articles qui vont permettre d'informer nos lecteurs sur Internet. Mais sinon, l'essentiel de la rédaction est vraiment là pour faire un travail de vérification, d'appeler justement des experts, d'aller sur le terrain pour rendre compte de situations. Voilà, donc je dirais que notre manière de lutter contre la désinformation, c'est de bien faire notre travail d'information. Je vais vous prendre votre micro. Laurent Bigot, est-ce qu'il y a des médias qui sont plus bon élève que d'autres sur cette question de lutte contre les fausses informations? Vous avez le droit de balancer un petit peu. Sauf si c'est La Croix. Non, je vais pas. Ah non, même si c'est à La Croix. Alors, non, ce que je dirais, c'est qu'il y a des médias qui sont partis un peu en pointe sur ces sujets depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, enfin une quinzaine d'années. A commencé par Libération, en fait, qui a été le pionnier en France sur la création d'une cellule de fact-checking, donc de vérification des faits. Oui, est-ce qu'on peut peut-être expliquer à quoi consisterait finalement, à quoi consiste dans les rédactions le fait d'aller faire du fact-checking, d'aller chercher les fausses informations? Des médias à travers le monde entier, en fait, ont créé des cellules de quelques journalistes pour se mettre à vérifier plus spécifiquement d'abord le contenu des déclarations des personnalités politiques dans un premier temps. Donc ça a eu lieu entre 2000 et 2016. Ça s'est né aux États-Unis, et donc c'est une sorte de genre journalistique, comme d'autres font du reportage. Bon, il y a des journalistes qui faisaient du fact-checking, voilà, et donc vérifier la parole des politiques pour, en quelque sorte, assainir, essayer en tout cas, dans un idéal, d'assainir le débat politique, justement, et éviter que tout le monde s'appuie sur des mensonges dans ces déclarations et ces discours. Bon, on voit avec Donald Trump comme ça a bien fonctionné, mais pas que lui, mais quand même. Il y a aussi, ensuite, à partir de 2016, une sorte de virage vers un autre travail de ces mêmes cellules de vérification, qui est un travail qui s'est élargi à l'ensemble des rumeurs qui circulent sur Internet et les réseaux sociaux. Donc, ce qu'on appelle le debunking, donc c'est la démystification des rumeurs. Et là, les mêmes médias se sont mis à faire ça, et puis d'autres les ont rejoints. Donc aujourd'hui, en France, vous avez Libération qui fait toujours ça avec Check News, donc ce qui est son blog dédié. Vous avez les décodeurs du Monde qui font ça. Vous avez sur les vérificateurs, sur TF1, LCI, etc., etc. Il y en a. Et puis le vrai du faux sur France Info, par exemple, et d'autres encore. Ça coûte cher de faire du fact-checking? Ça coûte très cher parce qu'en fait, ça prend du temps.
Ça prend beaucoup de temps de vérifier l'information. Et il faut en fait aussi un savoir-faire un peu particulier, surtout aujourd'hui. Compte tenu de la manière dont se sont développées les technologies. Donc, je ne parle même pas de l'IA, hein, parce que là, c'est encore le cran supérieur, mais ne serait-ce que... L'intelligence artificielle. Oui, de l'intelligence artificielle, oui. Pardon, l'IA générative, mais aussi, ne serait-ce que être capable de retracer la première fois qu'a été postée telle ou telle photo qui aurait été repostée sortie de son contexte, ou être capable de détecter si une vidéo a fait l'objet d'un montage spécifique ou d'un trucage spécifique. Et donc tout ça, c'est le maniement d'outils, ça s'apprend. Bon, c'est pas forcément extrêmement compliqué, mais c'est technique, ça prend du temps. Et donc ces rédactions, si elles se sont mises à faire ça, parce qu'il n'y a pas non plus de mystère, si elles se sont mises à faire ça, c'est que paradoxalement, des plateformes, et notamment des plateformes de réseaux sociaux, les ont accompagnées dans cette évolution. Voilà, je fais une petite pause pour poser la question d'Élodie qui demande: les réseaux sociaux ne permettent-ils pas eux-mêmes de déjouer la désinformation? Alors, ils ne le permettent pas d'emblée. Par contre, ils ont des programmes d'encouragement justement du fact-checking parce que ils ont été sommés à plusieurs reprises, étant mis en accusation, de trouver des solutions pour assainir leur contenu. Donc, parmi ces solutions pour assainir leur contenu, je vais prendre le cas de Facebook, ils ont décidé de faire des sortes d'accords, en fait, on pourrait dire ça, même TikTok fait ça même aujourd'hui, mais Facebook l'a fait en premier à partir de 2016-2017, au lendemain de l'élection de Trump, en fait, quand ces plateformes ont été convoquées devant le Congrès américain pour rendre des comptes. Et bon, il a fallu prendre des décisions, et donc la première a été de dire, nous, on va s'allier avec des rédactions journalistiques, et puis les journalistes, après tout, c'est leur travail, ils vont nous aider à vérifier ce qui aura été signalé comme étant suspect par les utilisateurs de notre plateforme. Aujourd'hui, quand vous êtes sur Facebook, vous pouvez utiliser, il y a un petit outil, enfin il y a 3 petits points en haut à droite de chaque publication, et vous pouvez signaler la publication comme étant suspecte, et après vous dites pourquoi elle est suspecte. Et si c'est pour fausse information, ça va aller dans un pot commun, et les journalistes vont piocher dans ce pot commun, ceux qui sont partenaires, pour vérifier l'information. Et s'ils font ça, chaque fois qu'ils publient un article, Facebook leur donne de l'argent. Le premier partenaire de ce programme mondial de Facebook aujourd'hui dans le monde, c'est l'AFP. L'AFP avec son programme factuel, son blog factuel, et qui fait ça dans un nombre de langues que je ne pourrais pas citer là, mais je crois plus d'une vingtaine de langues, partout dans le monde. Donc ils sont quelque part ces réseaux aussi, on pourrait dire actifs, mais si on regarde bien les choses, parce qu'on s'est amusé aussi, nous, on fait de la recherche sur ce sujet, à Tours, dans une équipe de recherche qui travaille sur ces questions, si on regarde ce que ça veut dire pour Facebook, un programme comme celui-ci, ça veut en fait pas dire grand-chose au regard de son chiffre d'affaires, par exemple, ou de ses bénéfices qui sont croissants d'une année sur l'autre. Donc aujourd'hui, Facebook, c'est quand même 3 milliards d'utilisateurs dans le monde. Jamais un outil aussi puissant n'a existé avec une régulation aussi faible. Donc forcément que ça peut poser des soucis. C'est peut-être aussi un moyen de s'acheter une certaine respectabilité. Jean-Christophe Ploquin. Oui, non, c'était justement précisément pour rebondir sur Facebook. Si Facebook a fait ces démarches que vous expliquiez, s'est ouvert à une certaine collaboration, c'était parce qu'il était sous la pression du politique, que ce soit effectivement au Congrès des États-Unis où il y a eu des enquêtes finalement sur le rôle joué par Facebook dans la campagne électorale qui a permis la victoire de Donald Trump, aussi à la Chambre des communes aux États-Unis, en Grande-Bretagne, où il y a eu aussi un travail d'investigation
qui a montré effectivement le scandale Cambridge Analytica, donc comment Facebook avait en quelque sorte collaboré finalement ou laissé un peu ces données accessibles à la campagne du Brexit, et ça a clairement joué un rôle pour ce référendum qui s'est joué à 3-4 points près. Et puis donc aujourd'hui, à l'échelle de l'Union européenne, donc des législations qui ont été adoptées récemment et qui visent justement, alors pas seulement Facebook, mais les principales plateformes, qui visent à les obliger à exercer un certain contrôle sur leur contenu. Voilà, donc c'est pas forcément seulement la désinformation, ça va être aussi la haine en ligne et un certain nombre de données, mais voilà, ça participe petit à petit à une prise de conscience et finalement à un rôle du politique. Et voilà, quand on pose, nous, la question de est-ce qu'il faut davantage réguler les réseaux sociaux, on voit qu'il y a plutôt une majorité de Français qui vont dans ce sens-là. Françoise Ouet, justement, nous demande dans la discussion, monsieur le sénateur, comment la loi peut-elle encadrer les pratiques très diverses des réseaux sociaux et des médias? Je rappelle que vous êtes président de la commission de la culture et de la communication au Sénat. Déjà, je pense qu'il faut distinguer ce qui est réseaux sociaux et médias traditionnels en termes de régulation. Sur la partie médias traditionnels, je vais faire une remarque générale sur le cadre législatif qui est le nôtre et à travers cela dire que nous sommes en démocratie et qu'il y a un lien profond entre l'accès à l'information, l'expression de la pluralité des opinions et la démocratie. Donc notre dispositif législatif qui reflète ce lien profond est d'abord un dispositif de liberté. La loi de 86, qui est le grand cadre législatif qui réglemente le travail des médias traditionnels, est d'abord et avant tout une loi de liberté. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de régulation, il y a des régulations, bien sûr, en particulier dans les domaines où les autorisations d'émettre relèvent du domaine public. Et c'est le cas de la télévision. Vous parliez de la TNT tout à l'heure. La TNT, c'est quelque chose qui juridiquement appartient au domaine public et avec des autorisations d'émettre qui sont en nombre limité. Si bien qu'on ne peut pas avoir le même système sur la presse écrite qui est par définition une presse d'opinion. Tout le monde peut créer un journal, alors que émettre sur la TNT, tout le monde ne peut pas le faire puisqu'il faut avoir l'autorisation, en l'occurrence l'autorisation de l'ARCOM. Voilà. Donc l'ARCOM va jouer un rôle de régulateur en accordant les autorisations d'émettre. Toute la question, c'est jusqu'où ce rôle de régulateur l'ARCOM doit-il jouer, notamment sur la TNT, sur le contenu des lignes éditoriales. C'est un questionnement actuel, posé en particulier par CNews et C8, pas pour les mêmes raisons du reste. Alors, si je vais un peu plus dans le détail, si vous me permettez, dans les chaînes de la TNT, vous avez des chaînes assez diverses. Vous avez des chaînes généralistes, TF1, M6 par exemple, vous avez des chaînes de divertissement, vous avez des chaînes de sport et vous avez des chaînes d'information. La question est posée essentiellement, en tout cas aujourd'hui, elle peut être autre demain, mais la question est posée actuellement beaucoup sur la régulation, sur les chaînes d'information. Les chaînes d'information, il en existe 4. Il y a 4 canaux de chaînes d'information, vous les connaissez, hein, c'est bien sûr CNews, BFM, vous êtes lancé, sinon LCI et France Info, je ne me suis pas trompé. Bon, absolument. Voilà. Alors, l'ARCOM, quand il donne une autorisation d'émettre, avant de donner l'autorisation d'émettre, et nous sommes dans cette phase actuelle, va faire un appel à concurrence et en rédigeant un cahier des charges, en disant pour le canal, je ne sais plus le canal de CNews, mais peu importe, 16, voilà, merci. Pour le canal 16, ça sera une chaîne d'information et nous demandons tel ou tel critère,
C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une chaîne d'information, qu'est-ce qu'on exige, qu'est-ce qui fait que la chaîne d'information ne sera pas une chaîne générale, qu'est-ce qui fait que sur la chaîne d'information, vous ne regarderez pas un match de foot en direct ou un film ou une pièce de théâtre, etc., etc. Sachant que les autorisations sont temporaires. Sachant que les autorisations, effectivement, sont temporaires et sont gratuites. Celui qui va avoir l'autorisation n'aura pas payé pour avoir l'autorisation, il va faire fonctionner, bien sûr, le coût, ça sera le fonctionnement de la chaîne, mais il n'y aura pas un droit d'entrée comme les télécoms, par exemple, achètent de manière définitive un réseau. Et donc, tout l'objet de la régulation, ça va être dans la définition du cahier des charges et dans son contrôle. Alors, jusqu'où doit aller l'Arcom dans à la fois le cahier des charges et le contrôle, c'est un débat actuel. Et est-ce que le législateur doit préciser dans la loi, c'est-à-dire que ça ne repose pas que de la décision de l'Arcom, que du travail d'une autorité indépendante, mais qu'il doit y avoir un cadre général qui s'applique à toutes les chaînes, c'est une réflexion en cours, beaucoup à travers la notion d'information, d'opinion. Bon, je pourrais peut-être si vous souhaitez, on pourra peut-être revenir là-dessus, mais je n'ai répondu qu'à une partie de votre question, parce que là, c'est la régulation des médias traditionnels, mais pas la régulation des réseaux sociaux. C'est effectivement d'une autre nature, même si l'Arcom a quelques prérogatives en matière de régulation des réseaux sociaux. Il est évident, et vous avez fait référence les uns et les autres il y a quelques instants, la régulation des réseaux sociaux, elle doit d'abord passer par des réglementations au niveau européen. Nous avons essayé, législateurs français, de faire des régulations au niveau français des réseaux sociaux. Elles se sont révélées inopérante parce que la taille de la France n'est pas suffisante pour arriver à imposer à des sociétés qui maintenant ont une puissance financière et une puissance d'émission telle que nous n'arrivons pas à l'échelle de la France de l'imposer. Et donc il y a un commun d'accord. Les États ont accepté que ce soit l'Union européenne, et elle le fait, je dois avouer, assez efficacement depuis quelques années, avec un certain nombre de directives qui ont été faites par la Commission et par le Parlement, et dont on commence à voir les premiers effets. Alors, la plupart sont assez récentes, donc on manque un peu de recul, mais dont on commence à avoir les premiers effets. Alors, évidemment, si c'est fait au niveau européen, c'est pas, si on les faisait au niveau français, ça serait peut-être pas tout à fait les mêmes. C'est le fruit d'un accord au niveau européen entre des visions de l'information qui peuvent être différentes entre, je ne sais pas, la Pologne et la France, entre ou la Hongrie et l'Allemagne. Voilà. Donc, mais en tout cas, il y a une vraie tentative, encore une fois, elle est assez récente, donc on n'a pas beaucoup de recul, mais pour essayer de réguler au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'Europe, les réseaux sociaux. Lucie Raymond, est-ce qu'au fond, ça ne pose pas des problèmes ou à minima des questionnements de se dire que finalement, un État, le pouvoir politique va venir certifier l'information, va venir apposer un sceau sur l'émetteur de l'information? Est-ce que on imagine que ça peut poser des questionnements et que ça ne date pas forcément non plus d'aujourd'hui? Ah oui, monsieur le sénateur là, vient de l'évoquer aussi en filigrane, c'est que ça pose des vraies questions démocratiques en fait. Mais là, l'idée de la régulation, l'idée de la modération, c'est plutôt déjà pour les réseaux sociaux de pouvoir condamner, sanctionner ce qui tombe sous le coup de la loi. En fait, on en est là, on n'arrive toujours pas à faire ça. Donc, on n'est pas dans une forme de censure. On est là vraiment pour pouvoir réguler, parce que en fait, quand vous avez la Croix, par exemple, vous avez un responsable légal en fait, qui est l'éditeur. Un directeur de la publication. Voilà. Et pour les réseaux sociaux, pendant très longtemps, il y a eu une impunité parce qu'en fait, on avait du mal à sanctionner et même à comprendre que c'était des médias. C'est-à-dire que c'est pas juste des canaux qui n'ont aucune
qui n'ont aucun compte à rendre vis-à-vis de la loi. Et ça, c'est petit à petit que déjà on l'a compris, qu'ensuite on a commencé à penser une législation, ce qui est très compliqué parce qu'en fait c'est international et donc voilà, il faut réussir à penser cette législation. Mais donc, alors, le contrôle de l'information, si on pense le contrôle de ce qui est dit, c'est vrai qu'il y a une question vraiment démocratique qui va se poser parce qu'il ne faut pas tomber dans la censure. Chacun a le droit de s'exprimer et chacun a le droit d'exprimer ses opinions. En revanche, là par exemple, ce qui est pensé avec l'ARCOM, puisque la question c'est la régulation, la modération, c'est de dire oui, mais il faut s'assurer qu'il y a un pluralisme. C'est-à-dire qu'on ait vraiment toutes les opinions qui soient représentées et qu'on n'ait pas des chaînes où, sous couvert d'objectivité, on ait des personnes qui aillent toujours dans le même type d'opinion ou qui cadrent des sujets qui vont toujours dans le même sens ou qui invisibilisent certains types d'informations. Donc là, l'idée, c'est plus d'assurer la pluralité des informations qu'on va trouver. C'est pas de censurer sauf si ça tombe sous le coup de la loi, évidemment, hein, mais pas de censurer des informations, mais de s'assurer qu'il y a un pluralisme et qu'il y a une égalité, en fait, aussi dans l'accès à la visibilité et à la diffusion de ces informations. N'hésitez pas, bien sûr, si vous souhaitez poser des questions. Il y en a déjà un certain nombre sur le fil de discussion. Monsieur, le micro arrive. Je pose une question à Jean-Christophe Ploquin. Est-ce que vous pensez qu'il faut que la loi, le régulateur, vienne finalement imposer un certain nombre de contraintes aux médias? Pour donner peut-être une clé de lecture, le président Emmanuel Macron a souhaité lancer il y a quelques mois des états généraux de l'information pour justement se questionner sur cette question. Alors là, je parle sous le contrôle de monsieur le sénateur, mais il y a déjà un droit de la presse, enfin il y a déjà les médias, je dirais, la presse, les médias radio, les médias télé, travaillent déjà dans un contexte juridique qui est contraignant. Et vous le mentionnez tout à l'heure, effectivement, à la Croix, il y a un directeur de la publication, et si jamais il y a on est poursuivi, par exemple, si on était poursuivi pour diffamation, le directeur de la publication, avec le journaliste concerné, il irait devant le tribunal et il serait poursuivi. Et évidemment, il aurait de quoi se défendre. Mais en tout cas, voilà, il y a donc la Croix est tenue comme tous les autres médias, comme M6 et RTL et d'autres. Voilà, on joue dans un cadre où les incitations à la haine, c'est pas possible. Tout un tas d'enjeux de stigmatisation, le négationnisme, etc. C'est des choses. Si vous le faites dans votre média, vous êtes poursuivi. Voilà, donc on est vraiment dans un champ juridique qui est assez clair, qui effectivement, le régime général, je dirais, c'est vraiment celui de la liberté d'expression, mais cette liberté d'expression qui se fait dans le respect de la loi qui existe en France. Et effectivement, tout l'enjeu, c'est que sur les réseaux sociaux, la plupart, comme les gens, ils sont sur des comptes anonymes, ça peut être des gens qui vont utiliser des comptes à l'étranger, donc vous ne pouvez pas les poursuivre à l'étranger. Donc il y a cette situation qui rend les choses beaucoup plus complexes pour un certain nombre d'émetteurs. Mais je pense que la Croix, si on était par exemple, on avait un propos diffamatoire sur un réseau social, j'imagine qu'on pourrait aussi nous poursuivre pour ça. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Monsieur avait levé la main en premier, là-bas, avec le t-shirt gris. Merci. Oui, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qu'est la clause de conscience du journaliste ? Monsieur Bigot, cette question est pour vous. Alors, la clause de conscience des journalistes, il y a une disposition particulière liée au statut des journalistes professionnels qui peuvent décider au cas où il se passe un changement de ligne éditoriale dans leurs médias, par exemple, qu'ils ne cautionneraient pas. Voilà, par exemple, on change la rédaction en chef de la Croix et puis on décide qu'on va faire un contenu qui n'a rien à voir avec la ligne éditoriale habituelle.
eh bien, M. Ploquin, qui est là, pourrait décider d'activer cette clause de conscience. Alors, ça ne lui donne pas des droits extraordinaires, mais enfin, ça lui permet de quitter son média dans les mêmes conditions que s'il avait fait l'objet d'un licenciement. C'est-à-dire, en fait, il part, mais comme voilà, il dispose des mêmes droits que si on avait décidé de se séparer de lui. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté volontaire de la démarche qui du coup est gommé, et c'est quelque chose qui n'est par ailleurs qui est dérogatoire donc du droit du travail habituel, mais qui n'est pas très facile à activer parce qu'il faut pouvoir faire cette démonstration qu'on n'est plus dans les mêmes conditions de travail et qu'on n'est plus attaché à un même type de ligne éditoriale, et forcément que face à des employeurs, ça peut être compliqué, enfin, en fonction de s'ils sont bien intentionnés ou pas, ça peut être compliqué à mettre en œuvre. Voilà. Monsieur avait une question. Oui, bonjour. J'aimerais vous poser une question sur... d'abord, vous poser une question sur les sondages, et deuxièmement, je voudrais vous faire une réflexion sur l'information. Alors, sur les sondages, on a vu tout à l'heure qu'il fallait répondre à un certain nombre de questions, comme tout sondage, par oui ou par non, sur la notion de confiance ou de méfiance pour les médias. Est-ce que derrière ces sondages, ou à l'occasion de ces sondages, vous vous êtes posé la question de savoir quels étaient les critères de confiance ou de méfiance que se posaient les gens? On dit, je ne fais pas confiance aux médias, pour quelle raison? Ou j'ai confiance, pour quelle raison? Alors, ça, c'est une première question. Est-ce qu'il y a eu des travaux de fait en parallèle du sondage ou à l'occasion du sondage là-dessus, pour connaître l'opinion des sondés? Parce que ce serait intéressant de l'avoir. La deuxième chose que je voulais faire, si vous voulez, l'observation, c'est une observation sur la notion d'information. Parce que vous nous avez fort justement présenté ce qu'était l'information, c'est-à-dire d'abord les faits, ensuite, pour résumer, l'analyse des faits. Mais quand on consulte les différents journaux quotidiens, par exemple d'une journée, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que l'information, il y a aussi la non-information, c'est-à-dire des faits qui sont passés sous silence, dont personne ne parle. Ou tout du moins, il y a un journal qui va en parler, puis les autres n'en parlent pas. Bon. C'est important de savoir ça. Donc il faudrait, effectivement, le fait de ne pas, ou de présenter différemment, suivant l'ordre d'importance, fait finalement, quelque part, l'orientation politique d'un journal. Ce qu'on appelle communément une ligne éditoriale. Un éditorial, mais il n'y a pas que l'éditorial. C'est-à-dire que si vous présentez, si vous voulez, une série de faits... Il faudrait parler un tout petit peu plus proche du micro, voilà, parce que sinon ceux qui sont en ligne ne vont pas vous entendre. Parlez un peu plus proche. Si vous présentez une série de faits en oubliant certains autres, c'est-à-dire si vous les présentez d'abord de façon prioritaire ou secondaire, ça change l'orientation du journal, bien évidemment. Donc je voudrais vous entendre un petit peu là-dessus, parce que j'ai pas entendu pour l'instant. Moi, je suis lecteur de La Croix, et j'apprécie beaucoup La Croix, parce qu'il est un journal aussi objectif que possible, mais bon, il a quand même, on ne peut pas cacher qu'il est un journal catholique, par exemple. Bon, on ne s'en cache pas, en tout cas. Il donne beaucoup d'importance à toutes les questions de religion. Voilà, je voudrais vous écouter. Merci. Monsieur Ploquin, sur la méthodologie de vos enquêtes, et puis je passerai la parole à Laurent Lafont ensuite. Sur la question de, effectivement, le fait d'affiner confiance ou défiance, on a effectivement des critères. Vous avez vu tout à l'heure la notion d'indépendance, la perception de l'indépendance des journalistes. Ça, c'est quelque chose c'est une question qu'on pose depuis très longtemps. Et que ce soit indépendance par rapport au pouvoir politique ou par rapport à un moment, je ne sais plus quel était le terme, voilà, des capitaux, des grands groupes privés. On pose aussi la question alors par exemple, lorsqu'on pose la question de la fatigue vis-à-vis de l'information, pas directement de la confiance vis-à-vis des journalistes, mais c'est quand même un rapport, enfin c'est une question un petit peu générique qui permet de poser cette question-là.
Pour aller un peu plus loin aussi, on n'a pas d'études sociologiques, vous voyez, qui viennent ensuite questionner la définition de la confiance ou la définition de la défiance. C'est effectivement du déclaratif. Mais voilà, ce qui est intéressant, évidemment, c'est de voir la récurrence de ces questions à travers le temps. Et votre deuxième question, oui, effectivement, c'est un enjeu de ligne éditoriale. Et puis, c'est aussi un enjeu de hiérarchisation de l'information. C'est-à-dire, à la Croix, on est un journal qui fait un important travail de hiérarchisation de l'information. Et donc, on privilégie, on est sur un espace, finalement, un nombre de pages assez réduit. Et on sait que c'est une force. Parce que justement, ça nous oblige à les articles qui paraissent sur le journal, ils ont vraiment été choisis. Et c'est pas l'actu tout à coup. On s'est dit tiens, il faut qu'on fasse vite un papier là-dessus. Non, on va préférer laisser passer telle information et on en parlera lorsqu'elle aura été vraiment bien travaillée. Voilà. Donc et du coup aussi et on est très conscient qu'effectivement avoir des points d'intention spécifiques. Vous avez mentionné les enjeux, le fait religieux de façon générale, mais sur les enjeux bioéthiques aussi, on a un point d'intention très fort. Les enjeux internationaux, c'est aussi quelque chose, un regard sur le monde qui fait partie de notre ligne éditoriale. Voilà, donc on a comme ça plusieurs éléments sur lesquels on va décider et effectivement. Quand on a le sentiment de sortir une info qui n'est pas chez les confrères, on est très content. Ça fait partie aussi du jeu concurrentiel et évidemment que les confrères aussi vont essayer de sortir des infos avant nous. Laurent Lafont, Oui, sur la question de la ligne éditoriale, votre deuxième question, monsieur. Là encore, je crois qu'il faut distinguer ce qui est de la presse écrite de la presse télévisuelle. La presse écrite, comme on le disait tout à l'heure, tout le monde peut fabriquer un journal. Et historiquement, la presse écrite en France est une presse d'opinion. On mentionnait la Croix, qui effectivement a une référence catholique très marquée. Vous prenez l'Humanité, vous savez que quand vous lisez l'Humanité, il y a aussi une tendance politique qui est affirmée, qui est claire. Et en tant que lecteur ou occasionnel ou permanent de l'Humanité, vous n'êtes pas surpris par la ligne éditoriale qui est conforme au positionnement. La question se pose, là encore, sur les chaînes de la TNT, principalement, un peu la radio aussi, parce qu'il y a des autorisations d'émettre, mais sur les chaînes de la TNT à la télévision, parce que comme il n'y a pas autant d'autorisations qu'il y a de courants de pensée, on a imposé une règle la loi impose, que vous avez rappelé tout à l'heure fort justement, madame, la question le respect du pluralisme. Comme le pluralisme ne peut pas être respecté en accordant autant d'autorisations d'émettre, autant de chaînes qu'il y a de courants d'opinion, on demande que le pluralisme soit respecté en interne à la chaîne, c'est-à-dire que les différents courants d'opinion puissent s'exprimer de manière équilibrée et qu'il n'y ait pas un parti pris de la chaîne favorisant tel ou tel courant d'opinion. Mais si je peux me permettre, le parti pris va finalement être fait au niveau des sujets et des thèmes qui seront abordés. Si on prend l'exemple de CNews, par exemple, qui est quasiment, je parle sous votre contrôle, mais quasiment irréprochable en termes de temps de parole donné à des personnalités politiques et respecte parfaitement les temps de parole. En revanche, les thèmes abordés et les choix qui sont faits dans leurs débats, dans leurs tranches de discussion et de débat, eux ont un choix politique et sont connotés d'une certaine manière. En cela, c'est très difficile de le contrôler, cela, parce qu'il n'y a pas de règle là-dessus. Alors, d'abord, je vais répondre à votre question, mais d'abord, c'est normal qu'un média ait une ligne éditoriale. C'est même tout à fait nécessaire. Je pense que pour que les journalistes se positionnent, s'ils veulent travailler dans tel ou tel média, ils ont besoin de savoir quelle est la ligne éditoriale du média en question. Donc, qu'il y ait une ligne éditoriale est une chose absolument nécessaire. Alors, effectivement, est-ce que la ligne éditoriale favorise telle ou telle opinion, non pas à travers les intervenants sur le plateau, où on peut très bien respecter ce qui est demandé, c'est-à-dire que quand il y a 5 minutes d'antenne pour telle partie et 5 minutes pour telle autre, etc., tout en ayant une ligne éditoriale qui oriente. Alors, c'est toute la question qui vient d'être posée par le Conseil d'État à travers, vous en avez
peut-être entendu parler, parce que les médias se sont fait écho de cette position du Conseil d'État suite à une plainte déposée par Reporters sans frontières demandant à l'ARCOM. Reporters sans frontières avait déposé une plainte à l'ARCOM pour non-respect du pluralisme, je simplifie un peu, mais c'est de non-respect du pluralisme par CNews. L'ARCOM avait une lecture qui était la lecture qu'il avait jusqu'à présent relativement, comment pourrais-je la qualifier, comptable du pluralisme, en disant la prise de parole des différents représentants des partis est assurée de manière équilibrée, etc. Le Conseil d'État vient de dire que dans l'esprit de la loi de 86, c'est pas uniquement le temps de parole des représentants des partis, ça va au-delà. Ça va au-delà à travers la ligne éditoriale, à travers l'organisation des débats, etc. Donc, l'ARCOM a 6 mois, enfin depuis 2 mois maintenant, donc un peu moins, pour essayer de définir une position, une ligne directrice sur comment on va appréhender le respect du pluralisme à l'intérieur des médias de la TNT, essentiellement, tout en respectant la ligne éditoriale. Un équilibre qu'il va falloir trouver et dessiner. On va prendre une question, madame. Juste un petit point, monsieur Bigot, avant. Laurent Bigot, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour faire le tri entre de l'information et de l'opinion lorsqu'on est dans des médias généralistes ? C'est en fait tout à fait ça, une question de ligne éditoriale, en fait, puisqu'on était en train de parler de ça. On peut très bien choisir de faire majoritairement de l'information factuelle avec simplement quelques rendez-vous davantage consacrés au débat d'idées. Alors ça va être dans des médias de presse écrite, des pages débat dans lesquelles on va concentrer débat et opinion, dans lesquelles on va concentrer les modes d'expression plus libres, en s'attachant dans tout le reste des contenus à rester sur un traitement le plus factuel possible de l'information. Ça va être en télévision, par exemple, si on prend le cas de France Info, de rester aussi sur du factuel majoritairement, en tout cas le plus possible, et puis d'avoir une émission comme Les Informés, où on va avoir quelques éditorialistes qui vont venir échanger sur des sujets, mais c'est balisé. Voilà, on dit, en gros, l'expression de l'opinion, elle est un peu là, et puis aussi peut-être dans la matinale, parce qu'il y a un éditorialiste politique qui s'exprime, mais que globalement, on va être sur le traitement des baliser les partis éditorialisés et d'opinion. Je pense que c'est mieux en fait, mais parce que cette idée effectivement que l'histoire de la presse en France, elle fait que ce mélange est comment dire, en quelque sorte entretenu, quoi, voilà, de longue date, sauf qu'en réalité tout a changé dans l'écosystème médiatique. Et que l'expression de l'opinion aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un journal pour le faire. L'expression de l'opinion, elle est partout. Par contre, les faits, ils sont dans pas beaucoup d'endroits. Je vais dire nulle part, mais c'est pas vrai. Ils sont quand même dans certains médias. Mais c'est beaucoup plus dur de les trouver. L'opinion, ça vous allez la trouver, voilà, forcément dès que vous ouvrez votre téléphone, vous prenez votre ordi, voilà, ça c'est pas compliqué l'opinion, ça coûte pas cher, c'est facile à fabriquer, on en a tous une, on peut faire un journal avec ça. Peut-être, mais par contre, quand il s'agit d'aller chercher des faits vérifiés, des faits mis en contexte, avec un travail journalistique de fond derrière, là, il faut des moyens. Il y a de moins en moins peut-être de médias qui ont ces moyens. Et puis ceux qui auraient les moyens, ils ne les consacrent pas forcément à ça. Et de ce fait, on n'arrive pas forcément à être bien informé malgré la profusion d'informations. Voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la situation. Je vous signale à tous qu'il est 20h04 et que nous allons rentrer dans le Money Time et que non, le micro de monsieur n'a pas été coupé comme c'est écrit sur le fil de discussion, mais il ne parlait pas forcément très fort. Madame, je vous invite à parler plus fort dans votre micro. Oui, très bien, je vais parler très fort. En premier lieu, je remercie monsieur Lafond de défendre autant la liberté, notre liberté à nous exprimer. Je n'ai pas l'impression que ce soit
toujours partagé. Je voudrais revenir sur la polarisation dont vous avez beaucoup parlé au niveau des réseaux sociaux. De récentes études, en particulier menées par les universités d'Amsterdam, de Munich et de San Diego, avec le professeur Peter Tonhund, tendent à montrer qu'en fait, cette polarisation n'est pas si extrême et qu'elle ne touche en vrai que les parties extrêmes des populations, donc extrême droite, extrême gauche. De toutes les façons, nous sommes tous polarisés dans notre vie privée. Je doute que dans la salle, quiconque soit abonné au Figaro le soit également à Libération ou à LFI, quel que soit leur média, la Pravda, je ne sais. Mais nous sommes tous polarisés. En fait, sur Internet existe ce que l'on peut appeler les chambres d'écho ou le filter bubble, le filtre bulle. On tend à démontrer maintenant qu'il y a un mythe de ce filtre bulle. Les chambres d'écho sont plutôt ce que nous faisons tous, de nous abonner à un fil qui nous intéresse. Mon fil Instagram ne montre que des aquarelles. Forcément, je fais de l'aquarelle, entre autres. J'ai peu d'abonnés sur LFI également. En revanche, le filtre bulle, c'est ce qui est induit par les réseaux sociaux. Mais finalement, ça touche peu. Et de récentes études montrent que même, enfin, elles s'appuient que sur ce qui a eu lieu aux États-Unis et les élections. En fait, mon point est simplement d'un peu essayer de nous faire moins peur également sur cette polarisation, sur ce que nous vivons à travers les réseaux sociaux. Moi, c'est ma fille qui a 19 ans qui m'a montré tous ces articles pour dire on va peut-être un petit peu se calmer sur le fait qu'on est enfermé dans des cases. D'autre part, cette polarisation, puisqu'elle existe quand même un peu, n'est pas une si mauvaise chose parce qu'on tend à se radicaliser quand on est trop confronté à des opinions extrêmes inverses. Par exemple, personnellement, si je veux parler de ma foi et si je veux approfondir ma foi, je vais plutôt en discuter et en parler. Je vais plutôt aller faire une retraite, parler avec des prêtres, en discuter avec des amis qui sont catholiques. C'est pas pour ça que je vais pas discuter avec des personnes athées, mais forcément j'approfondirai moins ma foi, j'irai moins loin. Peut-être que j'arriverai à les convertir, mais ça c'est un autre sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance à très nettement reculer quand une opinion contraire nous est balancée très fortement. Il n'est qu'à voir ce qui se passe à l'Assemblée nationale avec les groupes qui sont très écartés politiquement et qui du coup font un espèce de brouhaha monstrueux. Voilà, mon point était de savoir si vous étiez un peu au fait de ce mythe de la bulle Internet et puis aussi de rassurer un peu les gens. Et c'est très documenté, hein. J'ai à peu près lu 50 pages d'études dessus. Merci. Les universitaires aussi peuvent avoir de l'opinion. Laurent Bigot. Alors, la question... Vous n'allez peut-être pas tout à fait être d'accord. Ouais, non, je suis pas du tout d'accord, mais c'est peu importe. Il faut être prudent en fait sur la question de la désinformation parce qu'effectivement, quand vous configurez gentiment au fil du temps votre réseau social parce que vous faites des choix dessus et que vous êtes consciente que ce réseau, parce que vous lisez beaucoup d'études, que ce réseau vous renvoie finalement des choses à votre image et que vous vous complaisez dans cette situation, c'est très bien. Voilà, moi j'y vois pas d'inconvénient. Par contre, il faut pas minimiser les aspects involontaires en fait des situations de désinformation qui sont quand même les plus nombreuses parce que même si tout le monde a un esprit critique, les campagnes et la puissance de la désinformation ne font que croître. Alors je vais citer une référence qui vaut ce qu'elle vaut et j'ai pas d'attache particulière avec le Forum économique de Davos, mais il publie chaque année un rapport sur les risques mondiaux. Bon, là, le risque mis en avant généralement, c'est forcément le risque climatique, environnemental et climatique.
Simplement là, ils font un distinguo entre les risques à court terme et les risques à long terme. Et à court terme, ils ont classé pour la première fois en numéro 1 la désinformation et la mésinformation, parce qu'on est dans une année où il se trouve que 2 milliards de personnes vont voter tout au long de 2024, et que les outils qui sont mis en place par un certain nombre de puissances, que ce soit des États ou que ce soit d'autres organisations, sont importants. On le voit, nous on fait aussi des interventions beaucoup en Afrique francophone, par exemple, en Centrafrique, au Sénégal, au Burkina, en Mauritanie, etc. Bon, bref, on voit très bien se faire sur ces terrains-là des renversements d'opinion liés à des fortes campagnes de désinformation qui sont tout à fait pilotées avec des outils très modernes et la capacité à manipuler en fait ces réseaux et leur fonctionnement algorithmique. Et de sorte que ça emmène toute une population vers un registre conflictuel alors qu'il n'y a pas forcément lieu au départ, ou alors que ces personnes pourraient vivre une vie démocratique un peu plus apaisée. Donc ça existe, la déstabilisation des États par ces outils en fait, donc liés notamment aux réseaux sociaux, c'est quand même une réalité. Alors après on la voit pas, ça saute pas forcément aux yeux de tout le monde, et puis en fonction d'un certain niveau aussi de maîtrise de son environnement informationnel, on va être peut-être un peu à l'aise quand même pour se repérer et se défendre en fait de ce genre de choses. Mais il ne faut pas oublier que pour toute une partie de la population, en France aussi, mais mondiale, eh bien forcément la vulnérabilité est forte, et que je ne sais pas si vous lisez une enquête, par exemple, une enquête journalistique qui a été faite notamment par des journalistes de France Inter, qui s'appelle Story Killers. Story Killers, c'est une enquête qui montre comment on peut acheter dans des officines spécifiques, comment on peut acheter pour un certain nombre de milliers de dollars la déstabilisation d'un scrutin électoral dans un pays africain, par exemple, juste en manipulant des réseaux sociaux. Donc voilà, je crois qu'il faut quand même être assez prudent. Et encore une fois, on n'a pas parlé d'intelligence artificielle. Bien entendu qu'à un moment donné, c'est quand même plus compliqué de repérer le vrai du faux face à du faux extrêmement bien fabriqué. Alors, j'ai deux demandes de parole ici. Juste un petit détour, Vincent Lenoble. Comment est-ce que, en tant que jeune, quand on a un téléphone entre les mains, quand on a un réseau social entre les mains, on est capable de pouvoir faire la différence et de le voir d'un premier clin d'œil, ou pas d'ailleurs, entre une bonne et une mauvaise information? Quelles sont éventuellement des petites clés de lecture qu'on peut donner pour les jeunes et pas que? Et justement, c'est un problème, c'est parfois très dur de faire la différence entre une bonne et une mauvaise information, ou la désinformation même en tant que telle. Évidemment, il y a sur les réseaux, quand on dit les réseaux sociaux, il y a la présence des médias, on va dire, traditionnels qui sont là, RTL, La Croix, M6, qui donnent une information de qualité. Évidemment, c'est un repère, un gage de sérieux. Il y a tous les nouveaux pure players, les nouveaux médias qui n'existent qu'en ligne, mais qui emploient des journalistes et qui sont des médias de presse, avec une information vérifiée, avec un travail journalistique derrière. On parlait de l'information journalistique tout à l'heure. Il y a aussi tout ce qui existe notamment sur Twitter X, les agrégateurs de contenu, ce Mediavenir, Serfia, qui sont en fait des comptes gérés par des particuliers qui ne sont pas journalistes, qui reprennent de l'information un peu partout où ils peuvent la trouver, mais pas avec le but de donner de l'information, mais de produire de l'engagement, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, d'avoir des interactions, ce qui derrière va ramener de l'argent. Et on a vu très dernièrement, je crois que c'était hier ou avant-hier, que l'un de ces comptes avait repris une information de l'agence de presse russe TASS, comme quoi la France allait envoyer des militaires en Russie, qu'il a repris comme elle pouvait reprendre une déclaration du Premier ministre ou une dépêche de l'agence France Presse. Et c'est une information qui a été... c'est une désinformation qui a été partagée des milliers de fois en quelques heures. Et ces médias, non, justement, ces agrégateurs de contenu n'ont pas démenti l'information. Le post a été supprimé, mais sans aucune excuse derrière. Et il y a des milliers de personnes qui sont tombées dans le panneau, qui l'ont repartagé.
Et finalement, c'est ces repartages qui donnent du crédit sur les réseaux sociaux à ce post qui n'est pas une information. Et derrière le côté de pouvoir repérer ou pas ce qui est une désinformation, il y a aussi des faux, et BFM TV notamment, ou LCI, les chaînes d'information en ont fait les frais, des transformations des bandeaux, de ce qui peut être écrit à l'image. Parfois, on voit le côté ironique ou le côté de la blague, mais parfois c'est tellement bien fait qu'on peut tomber dans le panneau. Et pour donner des expériences personnelles, ça m'est aussi arrivé de ne pas voir sur le coup d'œil, parce que les réseaux sociaux, on scrolle, ça défile très vite et on ne fait pas forcément attention à ce qu'on regarde. Et on va être pris dedans, on va se dire non mais ça ressemble à BFM TV, à LCI, à TF1, France 2, donc on va y croire. Et on ne va pas forcément les vérifier derrière. C'est ça sur les réseaux sociaux, c'est tellement instantané qu'on ne va pas forcément prendre le temps d'aller derrière. Et quand c'est des images qui sont repartagées, non pas des posts des médias traditionnels, on va dire, il y a toujours un doute à avoir sur les réseaux sociaux, et je le dis d'autant plus que c'est mon objet de travail. Les réseaux sociaux, évidemment, nous donnent accès à beaucoup d'informations, mais il faut aussi y prendre garde, parce que la désinformation, elle est partout, et la désinformation va aller plus vite que l'information, parce qu'elle sera repartagée beaucoup plus vite, parce qu'il y a les biais cognitifs et des envies peut-être d'avoir ce contenu. Faut quand même faire attention à ce qu'on y voit. Je vous ai promis la parole, Jean-Christophe Ploquin. Est-ce que, finalement, être dans une bulle est forcément une mauvaise chose ? Je dirais, j'ai cité tout à l'heure dans le baromètre, la moitié des gens qui disent pour m'informer, je vais voir différents médias. Je pense que c'est plutôt bien, c'est plutôt le bon réflexe, et qu'effectivement, une même information... Pour rejoindre ce que disait Madame, effectivement, quand on est abonné au Figaro, on ne va pas forcément être abonné à l'Humanité ou à Libération. Oui, mais on peut être abonné au Figaro et écouter RTL et regarder M6. Donc ça fait déjà trois éléments d'information qui vont se compléter. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans le sondage aussi, on voit bien que les jeunes, en général, par rapport à la désinformation sur les réseaux sociaux, se sentent plus à l'aise, c'est-à-dire ils ont un peu le sentiment qu'ils vont être plus, étant nés peut-être dans ce monde-là, dans cet univers-là, ils sont nés presque avec un téléphone dans la main. Du coup, c'est un peu comme s'ils se disaient intuitivement, je vais arriver à faire l'indistinction. C'est une perception. Je ne sais pas si c'est exact ou pas. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est effectivement, et pour rebondir aussi sur ce que disait Laurent Bigot, il faut vraiment prendre en compte la malveillance. C'est-à-dire, il y a vraiment, notamment des États qui sont extrêmement malveillants et qui vont essayer de nous déstabiliser par des stratégies, effectivement, sur les réseaux sociaux et sur les sites. Pour vous donner un exemple, le site de la Croix, et c'est arrivé à un certain nombre de nos confrères, un jour, on a découvert qu'il y avait sur un site une page qui reproduisait vraiment à l'identique la graphie et le look, on va dire, du site de la Croix, les codes couleurs, etc., et que l'article qui y figurait était à l'opposé de la ligne éditoriale de la Croix sur ce point-là. C'était un article qui était sur le Niger. On est un journal qui est assez lu par les communautés francophones liées à l'Afrique. Et on avait pris des positions très fermes contre le putsch qui a eu lieu au Niger l'année dernière. Il y a eu donc des intentions malveillantes, et pour détourner les lecteurs francophones de la position de la Croix, donc ce site s'appelait non pas lacroix.com, mais lacroix.cam. Ils ont changé un mot. Et ensuite, le contenu, il était sur Internet, et des gens qui pouvaient googliser, ils pouvaient tomber dessus. Voilà. Donc voilà le genre de stratégie malveillante, et donc on peut très clairement, soit c'est la junte militaire nigérienne qui est derrière, soit plus vraisemblablement, ce sont les Russes qui ont toute une stratégie de développement en Afrique et de repousser l'influence française, de prendre la place des Français. Et donc voilà un exemple de stratégie dont on a été victime, et ça marche parce que on a reçu un coup de fil de l'Élysée qui nous disait mais c'est quoi là, qu'est-ce que vous écrivez sur le Niger en ce moment? Voilà, donc ça veut dire que tout le monde peut se faire prendre. Et donc juste une dernière petite chose pour prendre conscience, je pense de ça. Moi en tout cas, il y a un livre qui m'a été très utile, qui est très bien écrit,
qui a été écrit par Gianni da Empoli. Vous savez que cet auteur qui a écrit un livre sur la Russie qui s'appelle Le Mage du Kremlin. Mais il avait écrit avant ça un livre qui s'appelle Les ingénieurs du chaos. Et c'est vraiment montrer comment aujourd'hui des ingénieurs, des techniciens pensent la déstabilisation, ou en tout cas pensent la conquête du pouvoir, la conquête électorale, donc la conquête du pouvoir, par la manipulation et par une certaine stratégie très offensive et agressive sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc voilà, les ingénieurs du chaos, ça date un peu maintenant, c'est 2019 je crois, mais c'est vraiment une très belle porte d'entrée pour comprendre comment aujourd'hui, soit des puissances étrangères, soit des gens qui ont des agendas politiques aujourd'hui en France et en Europe jouent délibérément avec les réseaux sociaux et l'Internet, le numérique. On prendra une dernière question. Laurent Lafont, cette question des algorithmes et de comment est-ce que finalement on compose son menu informationnel, vous y réagir? Oui, moi j'allais faire une remarque du point de vue des règles de fonctionnement dans une démocratie, parce que c'est ça qui va me... les réseaux sociaux ne sont plus uniquement un réseau privé dans lequel on a le choix, les uns et les autres, d'aller, de ne pas aller, de choisir tel ou tel groupe. On voit bien que le dimensionnement des réseaux sociaux fait que ça participe de l'opinion publique, de la vie en société, de l'expression du pluralisme, etc. Donc, du point de vue... j'allais dire de l'impact sur la démocratie, il y a deux choses moi, que j'attends des réseaux sociaux. Encore une fois, il ne s'agit pas de tenir un discours négatif sur les réseaux sociaux, ils existent et ils présentent aussi des avantages, mais il y a deux choses. Il y a une chose qui commence à venir et puis une autre qui ne l'est pas. La première chose qu'on demande, c'est la transparence des algorithmes. C'est-à-dire que le fait qu'on vous aiguillonne dans telle ou telle direction, que ça soit fait de manière transparente, que vous ne le subissiez pas sans le savoir. D'être orienté, c'est une chose, mais au moins on vous ait dit, voilà, compte tenu de vos caractéristiques, ce qu'on en perçoit, on vous a orienté dans telle ou telle direction à travers l'algorithme et vous retrouvez dans une communauté qui a telle ou telle caractéristique. Et puis la deuxième chose, alors sur la transparence, pour l'instant les réseaux sociaux bloquent totalement. Personne n'a réussi à obtenir, ni l'Europe, ni aucune autre, la transparence des algorithmes. La deuxième chose sur laquelle a un peu avancé les réseaux sociaux, c'est que l'utilisateur ait la maîtrise du choix. C'est-à-dire que si on se retrouve dans un groupe comme ça, dans lequel l'algorithme vous a orienté sans que vous n'ayez donné votre avis, votre autorisation, qu'à un moment vous ayez la possibilité d'en sortir. Alors ils ont un peu avancé là-dessus, non pas sur le choix des journaux, mais sur les publicités. Je ne sais pas si vous avez fait le test, vous l'avez certainement fait, moi je l'ai fait. Vous cherchez un jour un bijou pour votre femme, pour son anniversaire, etc. Vous cherchez sur Internet et comme par hasard, pendant un mois, vous allez sur Facebook, Twitter, enfin Facebook, recevoir des publicités sur les bijoux. Vous avez la possibilité maintenant de dire ce type de publicité ne m'intéresse plus, ne concerne plus ou il me dérange, enfin bref, de sortir de l'algorithme à ce niveau-là. Ça n'a pas été si simple que ça de l'obtenir, mais Peut-être, mais ça veut dire que le réseau social étant a un accord commercial avec quelqu'un qui fait qu'il va vous orienter sur tel ou tel produit. Sur la pub, oui. Oui, mais là, on l'a obtenu sur la pub. La technologie existe. Et que la technologie existe, et voilà, et que c'est pas le hasard si vous recevez telle pub à tel moment. Voilà. Donc ça veut bien dire qu'il y a qu'il y a une orientation qui est donnée. Juste pour terminer, parce que pas être trop long, transparence et maîtrise du choix par les utilisateurs, ça me paraît deux exigences à avoir sur les réseaux sociaux qui peuvent être utiles dans notre fonctionnement collectif. On va prendre une dernière question. Monsieur. Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais vous demander quelle était votre opinion sur l'omission. L'omission. Je remarque que l'omission, c'est une pratique qui est très courante dans ce métier et je la vois tout aussi nuisible. J'aime bien la caractériser pour revenir sur ce que Madame Raymond a dit,
comme de la désinformation à caractère intentionnel. Quand on nommait une information, notamment une information importante, je pense que c'est très destructeur. Et je voulais savoir de quel pied danser quand on rentre dans ce métier par rapport à l'omission. Alors, on en a en partie parlé avec les questions des choix et des lignes éditoriales. Laurent Bigot, je vous laisse la parole. Et puis, Lucie Raymond, en maîtresse des lieux, conclura cette table ronde. Oui, moi je suis bien embêté pour répondre à cette question, parce qu'en fait, je connais pas vraiment. C'est pour ça que je vous l'ai posé. Je connais pas vraiment d'autres cas, enfin en fait des cas d'omission, j'en connais pas vraiment. Il y a soit une information que un média choisit de ne pas passer parce qu'il fait juste un choix éditorial par rapport à une ligne éditoriale qu'il a voilà, peut-être de longue date. S'il ne parle pas d'international, voilà, s'il se passe quelque chose d'international, il ne le met pas dans ses colonnes, il n'en parle pas à l'antenne, ça semble tout à fait cohérent. Là, peut-être à travers votre question, il y a autre chose, enfin, qui laisserait penser que volontairement des médias ne traitent pas de certaines informations. Je ne sais pas si c'est ça. Moi, je connais pas tellement ce genre de cas de figure, donc si ça existe. Peut-être il faut nous donner des exemples, mais voilà, c'est plutôt de l'ordre du choix, je dirais. Voilà. Je pense que cette omission, elle est très souvent. Merci. Cette omission, elle est très souvent instrumentalisée justement pour ne pas mettre certaines informations en valeur. Oui, il faudrait avoir des cas précis parce que là, franchement, il n'y a pas un collectif de médias ou d'instances suprêmes des médias en France qui dirait tel type d'info, on la met sous le tapis. Ça n'existe pas. Justement, on est dans une scène médiatique extrêmement diverse et d'ailleurs où on capte aussi énormément d'informations qui viennent de l'étranger. Et il y a énormément, évidemment, on peut capter toutes les chaînes en France, ou quasiment. Donc, voilà, je ne pense pas qu'on puisse parler d'une logique globale d'omission de tel ou tel fait ou de tel ou tel type d'événement. On est dans un registre de pluralité des médias et où chacun, justement, va être attaché à montrer à la fois, suivre l'actualité de façon générale et mettre en avant ses spécificités. Lucie Raymond, je reviens et on a 3 minutes pour conclure. On aura déjà débordé d'une demi-heure sur ce chiffre qui était donné au début sur la confiance dans les médias. Près de 25% des Français, un quart des Français n'ont plus confiance dans les médias, quels qu'ils soient réseaux sociaux ou qu'ils soient la télévision ou les journaux papier. Est-ce que c'est une fin en soi? Est-ce qu'on va réussir finalement à résoudre ce problème de confiance? Qu'est-ce que nous inspire, qu'est-ce que vous inspire les échanges que nous venons d'avoir depuis presque 2 heures? Alors, juste, je rebondis quand même là sur la question qui a été posée, sur la question de l'omission. Vous avez 3 minutes, faites ce que vous voulez. D'accord. Ce que j'entends, c'est peut-être que ce que vous vouliez dire, c'était qu'il y avait des sujets qui étaient pas ou peu mis en avant dans certains médias par rapport à d'autres. Oui, vous m'écoutez pas, du coup. Oui, je m'adressais à vous, justement, parce que là, je revenais sur votre question, j'essaie de la comprendre. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que certains médias mettraient de côté certains sujets, intentionnellement. Alors, il y a des informations très importantes, je pense, notamment à la sécurité, par exemple. On en parle plus dans certains médias que dans d'autres médias. Alors, je répète simplement pour ceux qui nous écoutent sur Internet, monsieur dans la salle nous explique que sur par exemple l'insécurité, certaines informations sont présentes dans certains médias sur Internet et pas dans d'autres, par exemple. Ah d'accord, c'était ça. C'est-à-dire qu'on le trouve sur Internet, mais pas dans les médias traditionnels. C'est ça que vous étiez en train de dire. Ou dans certains médias traditionnels et pas dans d'autres. Ou dans certains médias traditionnels. Moi, je pense qu'il y a en effet une instrumentalisation de cette omission quand on doit prioriser l'information. Et après, ça reste mon avis. Et je voulais savoir quel était le vôtre, justement.
Alors, effectivement, comme vous, sur l'insécurité, c'est assez flou, donc j'ai du mal à vraiment percevoir ce que vous essayez de dire. Après, moi, ce que je peux vous répondre, c'est que, de toute façon, sur la question de la lutte pour la visibilité dans l'espace public, même dans l'histoire des luttes et des problèmes publics, la constitution des problèmes publics en sociologie, on sait très bien que, oui, il y a un combat de camps différents qui cherchent à émerger dans l'espace public et à être mis en visibilité. Donc on va avoir des médias qui vont plus ou moins donner la parole à certains groupes, et il y a une compétition quand même pour la visibilité à ce niveau-là dans les médias et dans la diversité des médias. Donc c'est normal, et ça rejoint la question de la ligne éditoriale, c'est normal que vous ne trouviez pas mis en avant de la même manière le même type d'information dans les différents médias. Merci. Et on va de toute façon pas faire un débat sur ce point. Un mot de conclusion, Lucie Raymond, peut-être global sur les débats que nous avons eus. Oui, moi, pour vous répondre, je pense que oui, on peut avoir de l'espoir pour que la confiance revienne. Je pense que peut-être que ça doit venir vraiment des médias et du secteur du journalisme. Je préciserai quand même qu'il y a eu une enquête d'un collègue qui s'appelle Jean-Marie Charon, qui a étudié là, les difficultés qu'ont rencontrées les jeunes journalistes. Donc c'est je crois, je me souviens plus je ne sais pas si M. Bigot se souvient du titre. Jeunes journalistes à l'heure du doute. Et voilà, jeunes journalistes à l'heure du doute. Et donc on voit qu'il y a des jeunes journalistes qui cherchent à se réinventer et à retrouver en fait ce qui les intéressait dans la profession, c'est-à-dire vraiment faire de l'information, pas de la rééditorialisation ou juste réécrire les mêmes textes pour les diffuser sur différents types de supports, mais plutôt vraiment être créatif, inventif, refaire du terrain, etc. Et je pense que ça, il faut l'écouter, cette envie, et essayer de mettre les moyens pour que ça puisse se développer. Et je pense que si on a des journalistes et des médias en meilleure santé, on aura beaucoup plus confiance en eux. Merci beaucoup Lucie Raymond, Vincent Lenoble. On continuera de vous suivre sur les réseaux sociaux d'M6, Laurent Bigot, de lire et d'écouter vos analyses sur les médias et leur transformation. Laurent Lafont, de suivre vos travaux et ceux de votre commission au Sénat. Jean-Christophe Ploquin, la une de La Croix demain matin. Alors on est sur un thème très La Croix. C'est une enquête dans les banlieues françaises pour montrer qu'il y a des paroisses très dynamiques, avec des jeunes très dynamiques dans les banlieues françaises aujourd'hui. On a un peu l'image d'une église catholique qui est une église du centre-ville et un peu institutionnelle. On se rend compte que dans un certain nombre de paroisses, c'est très vivant aussi. Et puis on a aussi justement ensuite 2 pages sur le Sénégal et l'élection présidentielle très importante qui se déroulera dimanche. En kiosque demain matin et sur Internet dès ce soir. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous ici à l'Institut catholique de Paris, Lucie Raymond. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée avec 32 minutes de retard.